Donc, aujourd'hui, on va parler de Quick. Je m'appelle Stéphane Bortsmeyer, je travaille à la FNIC et on va parler de l'angle technique de Quick, mais aussi des conséquences plus euh, politiques au sens large que ça peut avoir. Donc, qu'est-ce que c'est que le protocole Quick? Accrochez-vous, c'est parti. Hop. Alors, Quick, définition courte, c'est un protocole de transport. Donc pour les gens qui ont suivi et qui ont écouté pendant leur cours de réseau à la fac ou dans une grande école, ça se situe sur la couche 4 du modèle traditionnel. Vous savez que ce modèle est bien apprécié des profs parce que c'est pratique pour faire un découpage pour le cours, mais qui correspond que de loin à la réalité des réseaux. Mais bon, ça aide à s'organiser, donc on va l'utiliser comme ça. Donc Quick est dans la couche 4, la couche transport, qui est la première couche qui est de bout en bout. C'est-à-dire où c'est les deux machines terminales qui discutent, alors que les couches en dessous, 1, 2, 3, sont point à point et ne couvrent qu'une partie du chemin. Donc Quick est un protocole de transport. Qu'est-ce que vous connaissez comme protocole de transport? Vous connaissez TCP, UDP. Si vous êtes bien branché réseau et que vous avez bien suivi, vous connaissez d'autres protocoles de transport comme SCTP. Là, je peux demander qui dans la salle connaît SCTP? Ah bah voilà, il y en a. Mais bon, c'est l'élite qui vient aux réunions du conseil scientifique de la FNIC. Donc, il y a plusieurs protocoles de transport. Internet n'a qu'un seul protocole de couche 3, de couche réseau, c'est IP, enfin, dans ces deux versions, l'ancienne qui est au Moyen-Âge et puis l'actuelle. Par contre, il a une variété de protocoles de transport, puisque c'est discuté entre deux machines terminales. En théorie, elles peuvent utiliser le protocole de transport qu'elles veulent. Maintenant, vous allez me dire à quoi ça sert un protocole de transport. Alors d'abord, la petite blague obligatoire quand on va citer Quick, c'est de rappeler ce personnage qui a été utilisé pour les pubs du produit Nesquik et qui a été retiré à la grande colère des fans parce que son tour de taille laissait entendre que le produit faisait un peu grossir. Donc il a été remplacé par un lapin agile et il y a eu tout un tas de sites web à une époque de protestation, de défense de gros Quick. Voilà, c'était les réseaux autrefois. Les sites web en question étaient souvent hébergés sur Migal. Ça vous donne une idée de l'époque. Donc, maintenant les choses sérieuses. Un protocole de transport, c'est quoi et ça sert à quoi? Le fond du problème dans Internet, c'est que vous savez que l'information sur Internet est découpée en datagrammes. Suivant le format IP, Internet Protocol, version 4 ou version 6. Ces datagrammes sont ensuite envoyés sur le réseau. Au petit bonheur de la chance, ils peuvent se perdre. Il peut leur arriver aussi d'autres choses amusantes. Ils peuvent, par exemple, un datagramme envoyé après peut arriver avant un autre, ce genre de choses. Mais le principal problème, c'est qu'ils peuvent se perdre. Et c'est normal, c'est comme ça que fonctionne Internet, ça a été prévu comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas tellement de moyens de faire autrement, parce que dans le monde physique, les routeurs ont forcément des files d'attente de taille finie, les liens radio, mais même les liens filaires peuvent être perturbés, donc les datagrammes se perdent, c'est la vie. Par contre, c'est gênant pour les applications. Si vous envoyez un fichier, évidemment, vous souhaitez que tous les octets du fichier soient présents, qu'il n'y en a pas qui manquent. Donc le rôle du protocole de transport, le principal rôle, c'est de s'assurer qu'à partir d'un service qui n'est pas fiable, les datagrammes IP, on obtient quelque chose qui soit fiable. Ça veut donc dire mémoriser les paquets envoyés et réémettre ceux qui ont été perdus et les retransmettre. Mais attention, il y a un piège là, c'est que si vous perdez des paquets et que vous demandez tout de suite leur réémission, vous risquez d'aggraver la congestion. Parce que pourquoi les paquets se perdent? Il y a des tas de raisons. Mais une des raisons, c'est que le réseau est congestionné. Il y a trop de données à faire passer. Et les routeurs, comme je l'ai dit, ont des files d'attente de taille finie. Donc, si vous réémettez, vous risquez d'aggraver le phénomène qui est à l'origine des pertes. Donc, il faut réémettre intelligemment. Et puis, il ne faut pas non plus qu'un flot particulier de données prenne toute la capacité du réseau au détriment des autres. Donc, c'est vachement compliqué, en fait, un protocole de transport. Si vous lisez le code source de TCP dans les systèmes d'exploitation libres comme Linux ou FreeBSD, vous verrez que c'est extrêmement compliqué. Ou si vous lisez la suite des RFC qu'il y a eu sur TCP depuis le premier, vous verrez que c'est pas de la tarte. Et c'est d'autant plus compliqué que les performances vues par l'utilisateur dépendent beaucoup de la couche transport. Souvent, dans la communication sur les performances du réseau, on cite que la capacité brute du lien, 1 gigabit par seconde, 10 gigabits par seconde. Mais la performance vue par l'utilisateur dépend de beaucoup d'autres choses
que ça. Elles dépendent aussi de si on va utiliser intelligemment le réseau. Si par exemple on avait un protocole de transport bête où on envoie un paquet, on attend l'accusé de réception. S'il n'y a pas d'accusé de réception au bout d'une minute, on réenvoie le paquet. Et ainsi de suite, on aurait des performances vues par l'utilisateur qui sont très inférieures aux performances théoriques, puisque le temps que le paquet arrive et que l'accusé de réception revienne, il s'écoulerait un temps très long pendant lequel le tuyau serait inoccupé. Donc le protocole de transport doit s'occuper à la fois de ne pas créer de congestion, mais en même temps d'utiliser le tuyau au maximum. C'est une tâche très délicate. Donc c'est ça qui explique qu'il n'y a pas beaucoup de protocoles de transport en fait sur Internet, parce que c'est très difficile d'en concevoir un. Alors TCP, comment il résout le problème? Alors, à bien des égards, c'est le protocole le plus important d'Internet. IP, c'est pas vraiment un protocole, hein, c'est un format, on l'appelle IP Internet Protocol, mais en fait c'est surtout un format de paquet. Il y a très peu de sémantique derrière. Le gros du boulot sur Internet, ce qui pousse les gigaoctets de films, d'images de chats, de visioconférences, de trucs comme ça, c'est en général sur TCP, avec UDP loin derrière. Et comment il fait TCP donc, pour résoudre tous ces problèmes? Donc d'abord, il est à état, c'est-à-dire qu'il faut d'abord établir une connexion, ce qu'on appelle la triple poignée de main. Je veux te parler. Je suis d'accord pour te parler. J'ai compris que tu étais d'accord. C'est les 3 paquets qui font la triple poignée de main de TCP, suite à laquelle les 2 machines terminales sont d'accord sur un état, à savoir qu'il y a une connexion TCP ouverte. Et puis ça permet de négocier différents paramètres qui sont utiles pour le transport. Ensuite, TCP numérote les octets, et pas les paquets. Il numérote les octets, ce qui permet de détecter les pertes. Si on n'a pas eu d'accusé de réception sur telle série d'octets, on sait qu'il faut les réémettre. Et le résultat, c'est que TCP offre aux applications ce dont elles rêvent, c'est-à-dire un canal virtuel qu'on ouvre, où on envoie des données, on les lit, on ferme, et on a la garantie que toutes les données qu'on a envoyées, tous les octets qu'on a envoyés, sont arrivés à l'autre bout et dans l'ordre, ou sinon on est prévenu. Connection reset by peer et des trucs comme ça. Donc TCP ne fait pas de miracle, évidemment, si le câble est coupé, TCP n'arrivera pas à envoyer les données, mais au moins on est prévenu dans ce cas-là. Donc l'application peut donc se concentrer sur les choses qu'elle sait faire, envoyer des octets, les lire, les analyser, ce genre de trucs. Donc ça, c'est la beauté de TCP, et c'est tellement répandu, et les applications sont tellement habituées à compter dessus, qu'on oublie souvent le miracle que ça représente. Quand on voit ce qu'il faut faire derrière, donc le code source dont j'ai parlé, ou les RFC sur TCP, quand on voit ce qu'il faut faire derrière pour obtenir cet effet d'un canal virtuel ordonné d'octets, ben c'est drôlement fort. C'est drôlement fort, et surtout ça se fait sans écrouler l'Internet. Hein, rappelez-vous qu'il y a beaucoup de monde sur Internet, il n'y a pas d'autorité centrale, donc on pourrait avoir, par exemple, en théorie, on pourrait avoir, par exemple, un protocole de transport égoïste qui essaye de piquer toute la capacité réseau pour lui et au détriment des autres. Et si tout le monde fait ça, bah, qu'est-ce qui se passe quand tout le monde est égoïste et veut sa plus grande part? Le réseau finit par s'écrouler. Ça s'est déjà produit il y a très longtemps dans l'histoire de l'Internet, et ça ne s'est plus produit depuis longtemps. Et là encore, c'est assez miraculeux, hein, parce que sur Internet, il y a des tas de gens, des tas d'applications écrites par des tas de gens plus ou moins compétents, des tas de boîtes qui sont concurrentes, et malgré ça, la capacité réseau est utilisée de manière à peu près raisonnable par à peu près tout le monde. C'est toujours à peu près sur Internet. C'est jamais parfait, mais il n'y a jamais non plus de catastrophe comme ça se produirait si tout le monde voulait ne poursuivait que ses buts égoïstes. Alors, TCP, lui, ne fournit que ça. C'est déjà énorme, hein. C'est déjà un gros travail. Mais dans l'Internet d'aujourd'hui, c'est pas complètement suffisant, parce qu'il y a un gros problème. C'est la sécurité. Bon, on le sait, si vous n'avez pas lu le bouquin de Snowden, Permanent Record, je vous le recommande. C'est très bien écrit, c'est très pédagogique. Et il explique très bien la surveillance, comment elle fonctionne. Bon, on sait, enfin, on savait déjà avant, mais c'est encore plus clair depuis les révélations de Snowden, que la surveillance massive est une réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de temps en temps le hacker avec sa capuche sur la tête et ses gants qui espionne vos communications comme ça de temps en temps. C'est tout le temps, en permanence, des tas de gens qui espionnent, qui surveillent. Parfois, ça peut être à des buts raisonnables ou acceptables. La plupart du temps, non. Et donc, il faut se protéger contre ça. Et encore, là, j'ai parlé que de surveillance.
Mais il y a aussi le problème de modification. Hein. Les IP, c'est juste des bits qui circulent sur le réseau. Ils peuvent être modifiés accidentellement, un rayon cosmique qui passe et pouf, qui change un bit, ou ils peuvent être modifiés délibérément par des gens qui, par exemple, insèrent de la publicité, comme l'avait fait Orange Tunisie il y a quelques années, qui interceptait les communications HTTP pour rajouter de la pub. Donc, il y a un besoin de sécurité, de confidentialité face à la surveillance et d'intégrité pour empêcher les modifications en cours de route. Bref, il faut chiffrer les données. Vous savez que sur Internet aujourd'hui, la plupart du temps, ce chiffrement est assuré par un protocole qui s'appelle TLS, Transport Layer Security. Il y a quelques concurrents comme SSH, mais TLS fait le gros du travail sur l'Internet aujourd'hui. Et alors, comment ça fonctionne avec TCP ? TCP lui-même n'est pas chiffré, ne fournit aucune sécurité particulière. Hein. Il y a une somme de contrôle, mais c'est une somme de contrôle. C'est pas un condensat cryptographique. C'est trivial de modifier les données en gardant la somme de contrôle intacte, ou simplement de changer la somme de contrôle directement dans le paquet. Donc TCP ne protège pas du tout, ni contre l'écoute, ni contre les manipulations. Donc la solution la plus courante, c'est TCP, puis TLS par-dessus. Du point de vue du réseau, ça veut dire qu'on doit d'abord établir la connexion TCP, la triple poignée de main dont j'ai parlé. Je veux te parler. Je suis d'accord pour te parler. J'ai compris que tu étais d'accord. Et ensuite, une fois que c'est fait, on lance la négociation TLS, Client Hello, Serveur Hello. Et après cet échange, les deux parties sont normalement d'accord sur des paramètres cryptographiques, une clé de session pour faire le chiffrement, ce genre de choses. L'algorithme de chiffrement, tout ça. Vous voyez que tous ces allers-retours coûtent cher en latence. Quand on parle de la performance des réseaux, on se focalise très souvent sur la capacité, le nombre de bits par seconde, mais on oublie la latence, le temps qu'il faut pour faire l'aller-retour, et qui est souvent important, et qui n'est pas facile à réduire. Autant la capacité, elle augmente régulièrement, autant la latence, une bonne partie déjà dépend de la vitesse de la lumière. Et malgré tous les efforts des chercheurs, on n'a pas encore réussi à trouver le moyen d'aller plus vite que la lumière. Donc un aller-retour, par exemple, avec les États-Unis, va prendre du temps de toute façon, un temps incompressible. Et au problème de la vitesse de la lumière se rajoute tout un tas d'autres problèmes qui font que la communication n'est pas instantanée. Donc si vous envoyez le premier paquet de connexion TCP, déjà doit faire l'aller-retour, puis après la réponse, idem pour les autres. Donc de lancer TCP puis TLS après, ça a un coût en termes de latence. Avant de pouvoir faire le travail utile, par exemple envoyer un fichier, on doit déjà attendre un certain temps, le temps de faire plusieurs allers-retours. Donc diminuer la latence est donc un objectif crucial. Oui, Benoît ? Stéphane, j'ai une question dans le chat. Est-ce que la triple salutation peut être détournée ou captée ? Alors, TCP, autrefois, ce n'était pas le cas, mais maintenant, TCP inclut donc le numéro de séquence qui numérote les octets dans le flux. Et autrefois, il était prévisible, donc un méchant pouvait facilement, même s'il n'était pas sur le trajet, s'insérer dans la triple poignée de main. Aujourd'hui, c'est difficile parce que le numéro de séquence est imprévisible. Donc, si le méchant n'est pas sur le chemin et qu'il ne peut pas observer les données, il ne peut pas s'insérer. Si par contre, il est sur le chemin, c'est trivial, puisqu'il joue à ce moment-là l'homme du milieu, il reçoit le SYN, le premier paquet, il le modifie, puis il le transmet au vrai destinataire, et ainsi de suite. Donc TCP lui-même, effectivement, ne protège pas contre l'homme du milieu. TLS, par contre, le fait grâce à l'authentification du serveur par le client. C'est les fameux certificats, et puis votre certificat a expiré, voulez-vous continuer, et toutes ces choses-là. Donc un objectif important du projet Quick, c'est donc de diminuer la latence. Rappelez-vous, quand on parle de performance ou de vitesse sur Internet, c'est en fait une combinaison de beaucoup de facteurs et la capacité n'est pas le seul. Alors, il n'y a pas... TLS a une autre... la solution avec TCP puis TLS par-dessus, elle a une autre limitation, c'est qu'il n'y a pas que les données. TLS chiffre les données, mais il laisse tout l'entête IP et tout l'entête TCP visible. Notamment, on va se focaliser sur l'entête TCP, tout ce qui indique comment la couche transport fonctionne, et ça peut poser des problèmes. Déjà, ça permet certaines attaques par déni de service. Par exemple, TCP, on ferme la connexion en envoyant un paquet RST, reset, et un méchant peut envoyer un paquet RST et couper une session TCP. Alors, ce n'est pas un problème théorique.
Plusieurs opérateurs réseau ont déjà fait ça pour couper les sessions BitTorrent, par exemple, ou d'autres sessions qui, pour une raison ou pour une autre, les défrisaient. Si vous lisez le catalogue des fournisseurs de produits intermédiaires, Juniper, Sandvine, etc., tous ils ont à leur catalogue des produits où ils disent explicitement que ça permet d'envoyer des sessions RST pour couper les sessions TCP qu'on n'aime pas. Donc il n'y a même pas besoin d'être un hacker super compétent qui sait programmer. Vous avez des produits tout faits pour faire des attaques par déni de service contre TCP. Et puis, l'entête de la couche transport donne accès à certaines informations. Vous avez les numéros de séquence, c'est-à-dire le numéro de l'octet dans le flux de données, et vous avez les accusés de réception qui indiquent quel numéro de séquence on a reçu. De ça, vous pouvez déduire le RTT, Round Trip Time, c'est-à-dire le temps qu'il a fallu pour faire l'aller-retour. Ça peut donner des informations, par exemple, sur la localisation physique des gens. Donc c'est une information qu'on peut considérer comme ne devant pas être publique. Mais il y a un problème qui est plus fondamental, qui est le problème de l'ossification. L'ossification, c'est le fait que le modèle traditionnel de l'Internet, qui était que deux machines terminales adultes et vaccinées pouvaient se parler comme elles voulaient et raconter ce qu'elles voulaient, ce modèle-là ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. La réalité, c'est que les boîtiers intermédiaires, tous les trucs qu'il y a entre Alice et Bob, entre les deux machines terminales, tous ces boîtiers intermédiaires interfèrent avec la communication. En théorie, par exemple, un routeur, il regarde juste la couche 3, la couche réseau, il prend ses décisions là-dessus, il ne regarde pas ce qu'il y a au-dessus. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que plein d'intermédiaires regardent la couche 4, la couche 7, tous ces trucs-là, et prennent des décisions en fonction de ça. Des fois, c'est évident, hein, un coupe-feu, pare-feu par exemple, c'est évidemment son rôle de regarder et de bloquer certaines activités. Dans d'autres cas, c'est un contournement qui était nécessaire dans certains problèmes mais qui a été abusé, comme le NAT, la traduction d'adresse, où on modifie les adresses IP sources et destinations pour résoudre le problème de la pénurie d'adresses IPv4. Et quel est le problème? C'est que tous ces intermédiaires, du fait qu'ils vont regarder au-delà de la couche 3, les comportements nouveaux que ne connaissent pas les intermédiaires vont entraîner des problèmes. Cas typique, un routeur NAT comme la box que vous avez à la maison et regarde la couche transport et va utiliser les ports TCP ou UDP pour démultiplexer les paquets qui reviennent. Ça veut donc dire qu'elle ne marche qu'avec les protocoles de transport qu'elle connaît. S'il y a un nouveau protocole de transport qui est développé, et en théorie, on peut développer un nouveau protocole de transport demain et l'utiliser sur IP, il ne passera pas la plupart des box des opérateurs. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres boîtiers intermédiaires. Et pire que ça, c'est que souvent, ces boîtiers intermédiaires sont programmés avec les pieds par des gens qui n'ont pas lu le RFC. Donc, ils supposent des choses sur les entêtes qui ne sont pas dans le RFC, mais qu'ils ont vu. Par exemple, TCP permet d'avoir des options à l'ouverture de la connexion. Il y a certains boîtiers intermédiaires qui jettent les paquets où il y a des options, parce qu'ils n'ont pas bien lu le RFC, ils ont raté le chapitre où il y avait les options, ils ont regardé des paquets TCP typiques, ils ont dit « Oh, ben, ça a l'air d'être comme ça, je vais programmer le boîtier intermédiaire, la middle box, en fonction de ça », et donc en oubliant qu'il y avait d'autres possibilités. C'est un problème récurrent dans la conception de nouveaux protocoles. Il y a des solutions qui sont proposées pour ça. Mais donc, la conclusion à laquelle on est arrivé à l'IETF, l'organisme qui développe les protocoles Internet, c'est que tout ce qui est en clair, donc visible par les intermédiaires, va tendre à s'ossifier, c'est-à-dire va tendre à devenir une règle. C'est-à-dire que si vous exposez un octet, par exemple, et qu'il est toujours 0, bah si le jour où vous voulez mettre autre chose dans cet octet, qu'il n'y ait pas un 0, à ce moment-là, vous avez forcément quelque part sur la planète des boîtiers intermédiaires qui vont râler, qui vont planter, qui vont faire des trucs bizarres. Donc, le fait de chiffrer le plus de choses possible, c'est pas uniquement à cause de Snowden, la NSA et les méchants hackers russes, c'est aussi une protection contre cette ossification de l'Internet. D'où Quick, qui vise à traiter ce genre de problème. Donc Quick, c'est un autre protocole de transport. J'ai vu des descriptions de Quick souvent tout à fait fausses, donc je ne vais pas les citer ici, je ne vais pas citer les trucs faux. Quick, il faut le voir comme un autre protocole de transport, donc comme un remplaçant de TCP. C'est un concurrent de TCP. Puisqu'il fournit à peu près les mêmes services, enfin pas tout à fait, mais à peu près le même genre de service aux applications, mais d'une façon différente.
Ce qu'il fournit en plus, typiquement, il y a d'autres choses, hein, mais j'ai cité la sécurité, puisqu'il fournit notamment un chiffrement systématique. Par contre, il y a cette ossification dont je parlais. En théorie, Quick devrait tourner sur IP, c'est un autre protocole de transport. Il devrait donc tourner sur IP, et au lieu de TCP/IP, on parlerait de Quick IP. Ça serait la solution propre, correcte, conforme au principe originel de l'Internet il y a très longtemps, quand les dinosaures étaient petits. Mais dans la réalité de l'Internet d'aujourd'hui, compte tenu de l'ossification dont je parlais, un tel protocole aurait peu de chances de passer. Déjà, il ne passerait pas les box des opérateurs typiques à la maison. Ce serait déjà ennuyeux. Il ne passerait pas plein d'autres pare-feu, il y aurait plein de problèmes. Donc le choix qui a été fait dès le début dans la conception de Quick, c'est de se résigner à le faire passer sur UDP, parce que UDP lui-même passe partout, ou à peu près. Et donc avec ça, on avait des chances de pouvoir être déployé. C'est pas beau. C'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Ça fait perdre quelques octets ceux de l'entête UDP. Mais c'est nécessaire si on veut que ça soit déployé dans l'Internet réel, avec les machines réelles et qui ne se comportent pas toujours comme il y a écrit dans les RFC. Donc le U de Quick à l'origine était pour UDP. Depuis, c'est plus le cas. Hein. Quick n'est plus un sigle, c'est juste Quick. Parce que le fait qu'il tourne sur UDP est un détail de déploiement, un détail crucial, sinon il n'y aurait pas de déploiement possible, mais ce n'est pas la propriété fondamentale de Quick. Donc quand on compare Quick, il faut le comparer à TCP, pas à UDP. Ses propriétés et ses services le rapprochent beaucoup plus de TCP que d'UDP. Alors j'ai dit qu'il fournissait les mêmes services que TCP, plus la sécurité. J'ai un peu raccourci en fait, parce qu'il fournit un autre service important, qui est le parallélisme. C'est surtout une demande du web. Hein, ne nous cachons pas les yeux. Le Quick est un protocole de transport généraliste, comme TCP, mais la grosse demande, la grosse impulsion des concepteurs de Quick venait du web et des problèmes spécifiques du web. Et le web, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande du parallélisme parce qu'une page web typique, c'est pas juste l'HTML que votre navigateur va récupérer et afficher. Cette page web va contenir des références vers tout un tas de ressources, d'objets, qui vont être par exemple le code JavaScript, le CSS, les polices de caractères à charger, les images de chats, les vidéos de pubs débiles, les trucs comme ça. Donc votre navigateur va avoir besoin de charger plein d'objets. Si vous suivez un modèle TCP traditionnel, on charge la page HTML, on l'analyse. Ah, elle demande du CSS. Je m'arrête le temps de charger la CSS. Je continue. Ah, elle demande une image. Je charge l'image. Vous allez attendre très longtemps, puisqu'il faudra puisque certains des objets en plus qu'on charge sont très longs. Donc, la solution idéale est de mettre une certaine dose de parallélisme. Autant il faut charger la page HTML d'abord, avant de pouvoir charger les ressources. Encore que non, il y a une option d'HTTP peu connue qui permet dès les entêtes HTTP dans la réponse de dire « Tiens, tu devrais charger ces ressources-là, ça pourrait servir ». Mais enfin, elle n'est pas très connue. En général, le navigateur ne connaît les ressources à charger que quand il a analysé la page HTML. Mais ensuite, il pourrait les charger en parallèle. S'il y a deux images dans une page, il n'y a pas de raison de les charger séquentiellement, image A puis image B. On pourrait les charger en parallèle. Mais comment on fait du parallélisme ? Avec TCP, oui. Benoît. Alors, j'ai une question, Stéphane, dans le chat. Peut-être que tu y répondras un peu plus tard. Je te laisse voir selon ta présentation. Donc, est-ce que Quick est une variante d'UDP, du coup ? Et est-ce que Quick a les défauts d'UDP ou alors il réimplémente les avantages de TCP, c'est-à-dire la correction de la séquence, par exemple, au-dessus de UDP ? Alors non, Quick n'est pas du tout une variante d'UDP, hein, c'est un protocole qui, par ses propriétés, par ses services, est beaucoup plus proche de TCP que UDP. Pour rappel, UDP, sa principale qualité est de ne fournir aucun service. C'est à part le fait d'avoir des numéros de port, mais autrement c'est IP. C'est ça sa qualité, c'est ça qui le rend par exemple très rapide, qui est utile pour des applications qui ont des besoins de très faible latence comme le DNS. Mais autrement, Quick est beaucoup plus proche de TCP et c'est à TCP qu'il faut le comparer. Donc c'est pas une variante d'UDP, il tourne simplement sur UDP pour des raisons pratiques, parce que sinon ça ne peut pas être déployé et ça ne peut pas tourner sur l'Internet. Donc ce faisant, comme il fournit les mêmes services que TCP et des services en plus, il a fallu effectivement réimplémenter tout ce que fait TCP. C'est pareil pour SCTP d'ailleurs, un autre protocole de transport qui doit effectivement réimplémenter tout ce que fait TCP, notamment remettre les données dans l'ordre, s'assurer qu'il n'y en a pas de perdus, des choses comme ça. Et notamment, ça veut donc dire que Quick n'a pas les défauts d'UDP. Un défaut d'UDP typique que vous connaissez, c'est que du fait qu'il n'y a pas d'état
et qu'il n'y a pas donc de vérification de la retournabilité d'un paquet, UDP permet les attaques par réflexion. On envoie un paquet en mentant sur l'adresse IP source pour que la réponse soit envoyée à un innocent, à une victime innocente. TCP et Quick, tous les deux, ont des protections contre ça. Donc c'est vraiment, il faut oublier UDP. C'est vraiment un détail de déploiement. Quick, fondamentalement, c'est un protocole de transport concurrent de TCP. Donc pour le parallélisme, il y a plusieurs solutions. Une des solutions, c'est de faire plusieurs connexions TCP pour faire du parallélisme. Le noyau du système d'exploitation gère ça très bien. On peut avoir plusieurs connexions TCP entre deux machines. Le problème, ça pose deux problèmes. Un, c'est un problème d'égoïsme dont j'ai parlé. C'est que la justice de la répartition de la capacité réseau se fait entre connexions TCP, pas entre individus. Donc ça veut dire que si deux personnes sont par exemple sur le même réseau local et que se connectent tous les deux, et que l'une, pour récupérer 4 ressources, lance 4 connexions TCP, et l'autre en lance qu'une seule pour récupérer les 4 ressources avec le, la première va avoir les 4/5 de la capacité. Et comme dirait Calimero, c'est trop injuste. Donc la solution à plusieurs connexions TCP est généralement jugée comme méchante, égoïste. Il y a un autre problème aussi, c'est que ça empêche le partage d'informations. TCP, ou tout protocole de transport qui fait la même chose que TCP, a besoin en permanence d'informations, par exemple sur le RTT, le Round Trip Time, parce que ça va servir à déterminer combien de temps il faut attendre un paquet perdu. Si vous êtes sur une liaison à l'intérieur de la même armoire, entre deux serveurs qui sont dans la même armoire, vous avez un RTT très court, donc si le paquet n'arrive pas si l'accusé de réception n'arrive pas dans les millisecondes qui suivent, vous pouvez décréter qu'il est perdu et demander la réémission tout de suite. Si par contre vous êtes sur une liaison France-Japon, il faut être beaucoup plus patient. Pour ça, il faut donc connaître le RTT. Donc il y a tout un tas de mesures qui sont faites et c'est d'autant plus compliqué que les chemins sur l'Internet changent. Donc le RTT change, il ne suffit pas de le mesurer une fois. Il change pendant la connexion. Et donc toutes ces mesures, si vous avez plusieurs connexions TCP, toutes ces mesures sont dupliquées. Vous les refaites à chaque fois. C'est pas bien. En plus, quand on veut intégrer la sécurité, la négociation cryptographique, le choix des paramètres peut prendre du temps. C'est embêtant de le refaire pour chaque connexion TCP. Alors l'autre solution, c'est donc d'avoir une seule connexion TCP. Mais une seule connexion TCP, ça veut donc dire qu'il y a un risque, on n'a plus de parallélisme par défaut. Alors une solution, c'est celle qu'utilise la version 2 de HTTP, qui est de mettre un parallélisme dans le protocole d'application, c'est-à-dire dans HTTP. Ça marche, ça complique le protocole d'application, mais ça marche. C'est ce que fait HTTP 2, alors qu'HTTP 1 est séquentiel. HTTP 1 permet des connexions de longue durée, donc d'envoyer plusieurs ressources sur une même connexion, mais c'est strictement séquentiel. Avec HTTP 2, c'est parallèle, mais comme HTTP 2 tourne sur TCP, s'il y a un paquet qui est perdu et un seul, TCP va interpréter ça comme « Oh, il y a un problème, je ralentis ». Et donc, toutes les connexions, toutes les envois de ressources sur la connexion HTTP2 vont donc être freinés. C'est-à-dire que si vous chargez en même temps le CSS et une vidéo, un paquet se perd et HTTP2 va faire attendre le CSS et va faire attendre la vidéo, alors que si ça se trouve, le paquet ne concernait que la vidéo et il n'y avait aucune raison d'arrêter le transfert du CSS. Donc, une seule connexion TCP, ce n'est pas non plus satisfaisant. Même si le protocole d'application intègre ça, et c'est ce que fait HTTP2, ça ne suffit pas à résoudre les limites de TCP. Donc, face à la demande du web, qui était on veut du parallélisme, on veut envoyer plein d'images de chats en parallèle, TCP ne permet pas les solutions les plus perfectionnées. Donc, on arrive à Quick, qui lui résout tous les problèmes et fait le café en plus. Donc, le premier objectif, donc on avait dit moins de latence à la connexion. Donc ça, Quick le fait par plusieurs méthodes, mais la principale, c'est de fusionner transport et chiffrement. Les gens d'un certain âge se souviennent peut-être qu'à une époque, au moment de l'élaboration du modèle OSI, il y avait eu tout un débat sur le chiffrement, sur où est-ce qu'il devait se placer. Une des raisons pour lesquelles le modèle OSI ne correspond que de loin à la réalité des réseaux, c'est qu'il y a beaucoup de services dont on ne sait pas trop dans quelle couche ils doivent se placer. Typiquement, c'est le cas du chiffrement, qui en pratique se trouve dans des tas de couches différentes. Si vous faites de la 4G, vous allez avoir le chiffrement au niveau 4G. Si vous faites du TLS par-dessus, ça va être aussi au niveau applicatif. Donc la position du chiffrement dans ce modèle n'est pas claire. C'est une des raisons qui fait que le modèle OSI n'a jamais été respecté complètement. C'est qu'il y a des tas de services qu'on pourrait mettre à plein d'endroits. Donc
Traditionnellement, dans l'Internet, on mettait le chiffrement dans la couche 7. C'était un travail applicatif. Aujourd'hui, avec Quick, on fusionne transport et chiffrement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'abord TCP, puis une fois que TCP a établi sa connexion, on passe à TLS. Dès le début, dès le premier paquet, on fait à la fois négociation de la connexion de transport et négociation du chiffrement. Conséquence, ça veut dire qu'avec Quick, il n'y a pas de mode en clair. Quick est systématiquement chiffré, ce qui est logique. Aujourd'hui, sur Internet, il n'y a pas de... Enfin, les connexions non chiffrées, ça n'a pas de sens. C'est trop dangereux dans l'Internet d'aujourd'hui. Tout doit être chiffré. Donc, Quick fusionne transport et chiffrement. Et puis, pour le parallélisme, Quick introduit la notion de ruisseau, streams. Un ruisseau, c'est une sorte de connexion virtuelle à l'intérieur de la connexion Quick. Connexion virtuelle légère, parce que pour l'ouvrir, vous n'avez pas besoin de faire toute une cuisine de négociation. Par exemple, les paramètres cryptographiques sont globaux à toute la connexion Quick. Tous les ruisseaux utilisent les mêmes. Mais chaque ruisseau est indépendant en matière de réaction aux pertes de paquets. C'est-à-dire que si vous perdez un paquet, ça n'affectera que les ruisseaux qui avaient des données dans ce paquet. Les autres continueront comme avant. Donc il y aura un vrai parallélisme, quelle que soit l'application. Ce n'est plus à l'application de le faire, comme avec HTTP2. C'est le protocole de transport qui s'occupe maintenant du parallélisme. Et puis un autre truc rigolo qu'introduit Quick, c'est que les connexions Quick, les sessions, sont indépendantes de l'adresse IP. Avec TCP, la connexion est liée à l'adresse IP. C'est-à-dire quand un paquet arrive dans une machine, elle regarde adresse IP source, adresse IP destination, port source, port destination, et en fonction de ça, elle trouve de quelle connexion il s'agit. Si on change d'adresse IP, par exemple parce que l'ordiphone s'est déplacé du Wi-Fi au 4G ou réciproquement, toutes les sessions TCP cassent et il faut les réétablir, ce qui est fait typiquement par l'application. Avec Quick, c'est plus la peine, les sessions ont un identificateur qui ne dépend pas de l'adresse IP. Quand le paquet entre, c'est cet identificateur qui est utilisé pour trouver de quelle session Quick on parle. Donc ça, c'est un gros changement qui a des tas de conséquences. Et puis, j'avais dit que pour avoir moins de latence à la connexion, Quick fusionne le transport et le chiffrement. Et il a un autre truc aussi, c'est ce qu'on appelle le 0 RTT. RTT, donc Round Trip Time, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une connexion qui démarre tout de suite. Hop, pas de négociation. Tout de suite, on envoie des données. Alors, comment c'est possible ? En fait, il y a un truc qui est qu'il faut avoir eu une connexion avant, avec cette même machine, qui vous a envoyé un jeton que vous avez mémorisé. Et quand vous recommencez une nouvelle connexion en 0 RTT, vous envoyez ce jeton, la machine à l'autre bout, si elle se souvient du jeton et des paramètres associés, acceptera vos données. Sinon, elle vous dira non, il faut tout recommencer, une session complète. Là, j'ai traduit token qui est utilisé dans le RFC par jeton. Vous pouvez traduire ça par cookie, c'est exactement le même concept. C'est le même, et avec donc notamment les mêmes conséquences en matière de vie privée. C'est-à-dire que c'est une série de bits que le serveur a généré, qu'il a envoyé au client, que le client mémorise et que le client renvoie pour être reconnu. Pour dire, tiens, voilà le cookie jeton token que tu m'as envoyé. Et le serveur dit, oui, je te reconnais. Ça a des tas de conséquences. Alors, ça permet des choses comme le 0 RTT, c'est-à-dire de redémarrer très vite. Mais ça a des tas de conséquences en termes de vie privée, puisque par définition, ça permet le suivi d'un utilisateur. C'est le principe, c'est fait pour. Et puis ça nécessite que le serveur ait un état, c'est-à-dire qu'il mémorise l'état associé à ces cookies, à ces jetons, de savoir à qui ça correspond, quels étaient les paramètres cryptographiques, etc. Ce n'est pas complètement spécifique à Quick, cette technique du 0 RTT. Si vous connaissez TLS, vous avez vu ça dans le système Session Resumption de TLS. Dans TCP, c'est possible également. Donc l'idée a déjà été utilisée. Mais Quick la généralise et en fait une fonction essentielle du protocole. Donc j'avais dit, Quick est toujours chiffré. Donc ça, c'est la faute de Snowden. Avant Snowden, on vivait dans l'ignorance. Enfin, pas les experts en sécurité qui savaient bien qu'il y avait une surveillance, mais les gens ordinaires se disaient non, mais moi j'ai rien à cacher, il n'y a pas de problème, de toute façon je suis honnête et de toute façon les gouvernements démocratiques vont jamais espionner leurs citoyens, c'est pas possible. Depuis les révélations de Snowden, on sait que tout ça c'était du wishful thinking, la réalité est très différente, donc la tendance lourde de l'Internet depuis quelques années, c'est de ne plus avoir de communication en clair.
C'est tout simplement pas possible, c'est trop dangereux. Donc Quick chiffre systématiquement. Comment il chiffre? Il va utiliser TLS, mais... Alors, il va utiliser TLS parce que TLS est un protocole de sécurité. Tiens, je vais mettre le mode avion pour ne pas être embêté en plus. Alors. Voilà, mode avion, tranquille. Donc, il utilise TLS parce que TLS est un protocole connu, éprouvé, testé. La dernière version TLS 1.3 a fait l'objet de validation formelle en utilisant les méthodes mathématiques imbitables, mais qui permettent de s'assurer qu'on n'a pas d'erreur dans le protocole. Donc, on peut s'appuyer là-dessus. Plutôt que de concevoir un nouveau protocole de chiffrement, l'expérience prouve que concevoir un protocole de chiffrement sans se planter, c'est vachement plus dur que ça en a l'air. Donc, voilà, d'où le choix d'utiliser TLS. Mais, TLS, en fait, a deux parties différentes. Une partie qui est uniquement à l'ouverture de la connexion, où on va faire l'échange de clés. C'est-à-dire, on va se mettre d'accord sur les paramètres cryptographiques, du genre quel algorithme de chiffrement symétrique on va utiliser. On va se mettre d'accord sur les clés, typiquement par du Diffie-Hellman, donc échange de paramètres qui vont permettre à chaque partie de calculer la clé privée et d'arriver au même résultat. Et on va faire l'authentification. C'est là où on va regarder le certificat, vérifier le certificat, etc. Toute cette partie-là de TLS est utilisée par Quick telle qu'elle. Pas de changement. Mais il y a une autre chose dans TLS aussi, c'est qu'après, il faut chiffrer les données. Avec un algorithme de chiffrement symétrique, AES... Chacha20 ou des trucs comme ça. Et là, dans Quick, c'est plus fait par TLS, c'est fait par Quick lui-même avec les clés qui ont été négociées à l'ouverture de la connexion. Donc Quick ne récupère en fait qu'une partie de TLS et ça a des conséquences sur l'utilisation des bibliothèques TLS typiques parce que quand le développement de Quick a commencé, les bibliothèques TLS typiques ne savaient pas faire. Elles n'avaient pas une API qui permettait de ne faire que la négociation initiale et ensuite, passe-moi les clés, je m'occupe du chiffrement. Donc, ça a entraîné des tas de conséquences pratiques pour la mise en œuvre de Quick. Et puis, Quick a une autre innovation en matière de chiffrement, c'est qu'il va chiffrer une partie de la couche transport. C'est ce que j'avais dit avant, qui était que le fait que la couche transport soit exposée permet certaines attaques par déni de service et donne à un observateur des informations qu'on n'a pas forcément envie de donner. Donc Quick chiffre aussi une partie de la couche transport. Je dis une partie parce qu'on ne peut pas tout chiffrer. Par exemple, dans la couche transport, il y a l'identifiant de connexion, on en reparlera tout à l'heure. Celui-là, c'est lui qui sert à trouver la session Quick à l'arrivée d'un paquet. Donc forcément, il faut qu'il soit en clair puisque c'est lui qui sert à trouver les paramètres cryptographiques. Mais une partie de la couche transport va être chiffrée, donc inaccessible à un observateur. Ça a des tas de conséquences qui seront notamment détaillées cet après-midi dans les exposés de Nicolas Kuhn et des... je suis désolé, j'ai oublié les noms des deux autres orateurs. Isabelle Amchaoui et Alexandre Ferrieux, qui vont en parler cet après-midi. Parce que désormais, un observateur extérieur ne peut plus calculer le RTT. Les données qui servent à calculer le RTT, c'est-à-dire les numéros d'octets qui permettent de mettre en rapport un message et l'accusé de réception, sont chiffrés et sont inaccessibles. Idem pour le taux de perte. Vous ne pouvez pas, qui est une information importante, quel pourcentage de paquets qui sont perdus, vous ne pouvez pas, comme cette partie-là est chiffrée, vous ne savez pas si un paquet est une donnée initiale ou une retransmission, donc vous ne pouvez plus calculer le taux de perte quand vous êtes un observateur extérieur. Ça a des tas de conséquences dont je parlerai un petit peu plus tard, mais qui seront plus détaillées cet après-midi. Et alors, le parallélisme. Le parallélisme avec ce système de ruisseaux. Alors, si j'ai traduit stream par ruisseau, c'est à cause du proverbe comme quoi les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, il faut imaginer dans une connexion Quick, vous avez plusieurs ruisseaux qui vont tous être faciles à créer et à détruire. Parce que, évidemment, s'ils étaient aussi compliqués et longs à créer que la session Quick lui-même, ça n'aurait pas d'intérêt. L'intérêt, c'est que c'est des connexions légères qu'on crée facilement parce qu'il n'y a pas de problème de sécurité associé. Créer une connexion, c'est un peu compliqué parce qu'il faut notamment éviter les attaques par un tiers qui s'insérerait au milieu de la connexion. Par contre, une fois que la connexion est établie, qu'elle est sécurisée par le chiffrement, il n'y a plus ces problèmes de sécurité et donc on peut créer des ruisseaux et les détruire
de manière simple. Donc les applications sont encouragées à créer autant de ruisseaux dont elles ont besoin pour le parallélisme. Le contrôle de flux, c'est-à-dire le contrôle de flux, c'est ce qui fait que quand un paquet est perdu, enfin même quand il n'est pas perdu, d'ailleurs, c'est ce qui fait que un protocole de transport n'envoie pas des octets à la vitesse maximum du réseau. Il vérifie qu'il y a des accusés de réception, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en face qui écoute et que le réseau n'est pas saturé. Et s'il y a des pertes de paquets, il ralentit, parce que ça peut signifier qu'il y a congestion. C'est ça qu'on appelle le contrôle de flux, et c'est crucial pour éviter que l'Internet ne s'écroule sous la charge. Donc dans TCP, le contrôle de flux est pour toute la connexion. C'est ça qui fait qu'un objet qui est une ressource web qui est lente à être récupérée peut ralentir toute la connexion TCP. C'est le problème fondamental de HTTP2. Quick résout ça en ayant certes un contrôle de flux pour la session globale, mais aussi un autre par ruisseau. Ce qui veut dire que si on perd un datagramme IP, chose banale et qui arrive, ça n'affectera que les ruisseaux qui avaient des données dans ce datagramme. Les autres ruisseaux de la même session Quick qui n'avaient pas de données dans ce datagramme ne seront pas affectés. Ils continueront à la même vitesse qu'avant. Donc ça, c'est une des grosses innovations de Quick et qui est très importante et qui différencie les ruisseaux de Quick de ceux de HTTP2. Et à l'intérieur de chaque ruisseau, vous avez un ordre des octets qui est maintenu. C'est-à-dire qu'une application peut compter que si on envoie des données sur le ruisseau 0, ils sont numérotés 0, 1, 2, 3, 4, si on envoie des données sur le ruisseau 0, elles arriveront à l'autre bout dans le même ordre. Par contre, il n'y a pas d'ordre entre les ruisseaux. Si vous écrivez sur le ruisseau 0 et sur le ruisseau 2, vous n'avez pas de garantie que les données envoyées sur le ruisseau 0 en premier arriveront avant celles du ruisseau 2. L'ordre est à l'intérieur de chaque ruisseau. Et au fait, pourquoi j'ai dit qu'on écrit sur le ruisseau 0 et le ruisseau 2 ? Qu'est-ce qui est devenu le ruisseau 1 ? Parce que les ruisseaux pairs sont créés par le client, les ruisseaux impairs par le serveur. Ça permet de ne pas se marcher sur les pieds, ça permet de créer rapidement des ruisseaux sans avoir à se demander est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce numéro, est-ce qu'il n'est pas déjà en cours, etc. Donc ça, c'est déjà deux concepts importants de Quick, chiffrement systématique, avec un TLS utilisé de manière créative, et parallélisme. Un autre concept important de Quick, c'est qu'est-ce qui définit une session ? Mettez-vous à la place d'une machine. Elle reçoit un datagramme IP qui contient un ou plusieurs paquets Quick. Mettons un seul paquet pour simplifier. Il y a un paquet Quick. À quelle session il appartient ? Alors déjà, avant Quick, comment faisait TCP ? TCP, comme UDP, surtout TCP, parce qu'UDP n'a pas vraiment la notion de connexion, même si c'est un peu compliqué, on va se focaliser sur TCP. TCP utilisait un tuple où il y avait le protocole, TCP, l'adresse IP source, l'adresse IP destination, le port source, le port destination. Quand vous établissez par exemple deux sessions SSH, quand une machine fait deux sessions SSH vers la même machine, même adresse IP source, même adresse IP destination, même port destination, celui de SSH, le port source va être différent à chaque fois. C'est ça qui permettra au paquet entrant sur le serveur d'être attribué à telle ou telle connexion. Ça, c'est comme ça que fonctionne TCP. Le problème de ça, c'est que par exemple, si vous avez votre ordiphone qui passe de 4G en Wi-Fi, il va changer d'adresse IP, typiquement, dans la plupart des cas, et paf, ça casse la connexion. Pour les trucs de longue durée comme SSH, c'est pénible. Idem d'ailleurs, si vous avez un routeur NAT, j'ai noté, idem si vous avez un routeur NAT, un routeur qui fait de la traduction d'adresse, qui décide de, par exemple, il n'y a pas eu de paquet depuis longtemps, allez, je coupe le binding, l'entrée dans la table des connexions, et quand un nouveau paquet arrive, zut, il faut en refaire un, et donc le port va changer. À nouveau, connexion cassée. Oui, Benoît ? Oui, Stéphane, une question. Est-ce que cette stratégie, c'était par rapport, je pense aussi au slide d'avant, ne revient pas à avoir du TCP sans back-off en cas de perte de paquet, en fait ? Et donc, entre côtes, ça semble bien bourrin. Voilà. Alors, je ne comprends pas cette histoire, parce que le back-off dans le contexte de TCP, c'est typiquement le fait que quand un paquet est perdu, on ralentit l'envoi. On réduit la taille de la fenêtre d'envoi parce qu'on se dit, oh là là, ça doit vouloir dire qu'il y a congestion, mollo.
j'y vais mollo. Comme des automobilistes qui, quand ils voient les feux stop des gens qui les précèdent s'allumer loin devant, ils commencent à ralentir tout de suite. Enfin, non, les automobilistes réels font pas ça, mais ils devraient faire comme ça. Donc, et ça, Quick fait pareil aussi, hein. C'est logique. Pierre? Oui, j'avais une remarque similaire, c'est-à-dire que en fait, le truc classique, c'était de dire sur le web, on va faire X connexions TCP pour récupérer les X morceaux de la page. Et ça revient un peu à violer le contrôle de congestion, puisque si une session TCP RAM, on s'en fout, on en a une autre. Mais comme c'est le même chemin IP, donc en fait, ça revient un peu à effectivement contourner les contrôles de congestion. Et est-ce que finalement, c'est pas un peu la même chose dans Quick, puisque le contrôle de congestion par ruisseau, fait que c'est pareil, on a perdu un paquet sur le chemin, mais comme ça concerne qu'un des ruisseaux, les autres ruisseaux ne sont pas affectés, donc on ne se retrouve pas un peu à spammer finalement. Est-ce que ça ne va pas un peu déséquilibrer les contrôles de congestion classiques? Voilà, pour dire ça plus clairement. Alors, il y a plusieurs trucs. Le fait d'utiliser plusieurs connexions TCP, effectivement, est jugé comme mal, pas bien, et non seulement parce que ça permet d'avoir une part plus grande de la capacité réseau, mais également parce qu'effectivement, ces connexions ne partagent pas d'informations. Donc quand une perd un paquet, par exemple, les autres ne sont pas informés qu'elle a perdu un paquet, enfin, sauf s'il y a des trucs particuliers dans le système d'exploitation qui notent qu'elles étaient sur le même chemin. Et encore, même ça, c'est difficile à prévoir parce que tu sais qu'avec les répartiteurs de charge, par exemple, tu ne peux même pas être sûr que deux connexions de la machine A vers la machine B passent par le même chemin. Donc, plusieurs connexions TCP, c'est jugé comme mal. Dans Quick, effectivement, le contrôle de flux est par ruisseau et aussi au niveau de l'ensemble de la session. C'est-à-dire si tous les ruisseaux... Alors, l'algorithme exact est bien plus compliqué, hein, mais si tous les ruisseaux se mettent à perdre des paquets, ça ralentit l'ensemble de la session, y compris sur les ruisseaux qui n'en ont pas encore perdu. L'un des éléments du cahier des charges de Quick était que une session Quick et une session TCP qui utilisent le réseau à fond doivent partager 50-50. C'est-à-dire si vous avez sur un chemin donné une session Quick et une session TCP et qui chacune va au maximum de la capacité du réseau, ça doit faire du 50-50. C'est ça la justice. Est-ce que cet objectif est atteint? C'est difficile à dire. Il n'y a pas eu beaucoup de mesures là-dessus et c'est difficile parce que ça dépend de beaucoup de choses. Notamment, est-ce que quand vous constatez que deux connexions se partagent et que ce n'est pas 50-50, ça peut être qu'une des deux connexions, pour des raisons personnelles, n'émet pas. Par exemple, le serveur web est ralenti par son disque et donc n'arrive pas à lire les fichiers. Et donc c'est pour ça qu'il n'envoie pas des données. Ce n'est pas parce qu'il est concurrencé par une autre connexion, c'est parce qu'il a un autre problème quelque part. Donc c'est très difficile de déterminer s'il y a justice ou pas. S'il y a fairness ou pas, ce qui est peut-être un terme moins fort que justice. On va peut-être trouver un autre terme. Donc normalement, Quick est conçu pour ne pas piquer la connexion et pour coexister avec TCP. Est-ce qu'il y arrive? C'est plus dur à dire. En théorie, oui. En pratique, il va y avoir besoin de plus de mesures, je crois. Mais oui, l'objectif est clairement... parce que faire un protocole de transport égoïste qui prenne plus de parts de capacité que TCP, c'est facile. Il suffit d'être plus agressif, de réémettre plus souvent, de moins réduire sa fenêtre quand il y a un problème. Ça, c'est trivial. Il n'y a pas besoin d'être très malin pour faire ça. Mais c'est pas bien. Et c'est d'ailleurs un problème de gouvernance Internet intéressant. Hein. Pourquoi il n'y a pas plus d'égoïstes? Parce qu'il pourrait. Alors, dans TCP, un des trucs qui limite l'égoïsme, c'est qu'on voit la machinerie de la couche transport. Donc un observateur extérieur peut voir qu'il y a un TCP qui se comporte mal et donc prendre éventuellement des mesures. Avec Quick, comme la couche transport est en bonne partie chiffrée, c'est plus difficile de voir s'il est en train de tricher. Donc ça peut avoir des conséquences. Alors quand c'est du logiciel libre, on peut toujours regarder le source. Quand c'est pas du logiciel libre, on a un problème intéressant dont on reparlera tout à l'heure. Pour lequel je dis tout de suite, il n'y a pas de bonne solution pour l'instant. Enfin, à part mettre du logiciel libre partout, moi je suis pour, mais ça soulève d'autres problèmes. Donc revenons à la définition d'une session Quick. Mais ceci dit, la question là, a été une question vraiment cruciale pour l'avenir de l'Internet. Hein, parce que, évidemment, l'Internet est un espace partagé. Et donc tout espace partagé est confronté au problème des égoïstes. Et donc doit trouver une solution.
Je suis venu en voiture ce matin, donc ça m'a inspiré plein de réflexions sur les espaces partagés et sur comment on les utilise. Ouais. Donc, j'avais dit que le problème de la session Quick, le problème de la session TCP, c'était que du fait qu'elle est identifiée par les adresses sources et destinations et les ports sources ou destinations, certains changements, comme le passage d'un ordiphone, d'un réseau Wi-Fi à un réseau 4G, ou comme les fantaisies des routeurs NAT, peuvent casser la connexion. Alors, il y a des solutions pour ça. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour SSH, pour des cas comme ça? Personne n'utilise Mosh dans la salle? Si. Bon, voilà. C'est par exemple la solution de Mosh, qui est une solution applicative qui va permettre de maintenir des sessions SSH, même en cas de changement d'adresse IP. Dans le monde du web, le truc courant, c'est que on recommence les sessions HTTP et c'est l'application qui gère ça. Si vous prenez par exemple un client Twitter sur votre ordiphone, vous avez l'impression que vu de l'utilisateur, c'est une session de longue durée. Vous vous connectez sur Twitter, vous êtes dans le métro, puis vous passez en dehors, puis vous vous connectez à votre réseau Wi-Fi à la maison et vous continuez à tweeter des conneries de la même façon, sans voir de changement. Dans votre dos, c'est le client Twitter qui a créé des connexions HTTP à la demande et recréé si c'était nécessaire. Mais l'idée avec Quick, c'est de mettre tout ce travail dans la couche transport. Donc pour ça, il y a un nouveau concept, le Connection ID, qui est un identifiant de connexion qui est négocié au début et qui est dans tous les paquets en clair. Et c'est ce Connection ID qui sert à démultiplexer les paquets entrants. C'est-à-dire que quand un paquet arrive dans une machine, que c'est identifié comme du Quick, on regarde le Connection ID et on dit « Ah, là c'est telle session, donc c'est tel paramètre cryptographique, donc je peux attaquer le déchiffrement et transmettre le paquet ensuite à l'application. » Donc ça permet aux sessions Quick de survivre à des changements de port, cas du routeur NAT, ou des changements même d'adresse IP. Donc ça peut aider pour la mobilité, des choses comme ça, et ça décharge les applications de ce travail. On verra que ça a aussi des conséquences. En ingénierie, il n'y a jamais de solution parfaite. Il y a toujours des problèmes. Mais avant de voir ces conséquences, aujourd'hui, là, vous êtes convaincus, je vous ai expliqué, ça a l'air super, Quick, c'est génial, ça fait plein de trucs, tout ça, je veux en faire là tout de suite. Alors, comment on fait du Quick? Alors, vous avez plein d'implémentations, mais vraiment plein. Hein. Pendant le développement à l'IETF, il y a eu beaucoup de tests d'interopérabilité de ces applications, lors des hackathons, par exemple. Et donc, beaucoup de mises en œuvre de Quick ont été faites. Même en se limitant à celles en logiciel libre, il y en a plein. C'est trop long pour que je fasse une liste ici, mais sur le site web du groupe de travail, vous en avez un certain nombre qui sont donnés. Mais attention, la plupart sont récentes. Donc pas forcément bien intégré. C'est-à-dire si vous utilisez par exemple un système d'exploitation ordinaire, là par exemple j'ai un Ubuntu LTS, Long Term Support, donc qui évolue relativement lentement, puisque l'accent est mis sur le fait qu'il est supported avec notamment les failles, pas les failles de sécurité, les patchs de sécurité. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément les derniers gadgets. Donc aujourd'hui en général, quand vous voulez développer des applications qui utilisent Quick, vous allez être obligé d'avoir un système d'exploitation tout neuf, avec tous les trucs récents, de récupérer des trucs en Git, de les compiler vous-même, des choses comme ça. C'est pas encore clé en main comme ça tout seul. Déjà, un des premiers problèmes, c'est les bibliothèques TLS. Comme je l'avais dit, Quick utilise TLS d'une façon un peu spéciale. Hop, où est-ce que je l'ai mis ? Voilà. Il utilise la négociation TLS, c'est-à-dire établissement de la connexion, négociation des paramètres cryptographiques, échange des clés, authentification, mais ensuite il fait le chiffrement lui-même. Ça veut donc dire qu'il faut que l'API de la bibliothèque TLS, son interface pour les programmeurs, permette de négocier une session, puis de récupérer les clés et ensuite de les utiliser pour le chiffrement. Aucune bibliothèque TLS ne savait faire ça quand le développement de Quick a commencé. Et encore aujourd'hui, la plupart des bibliothèques TLS, quand elles ont cette API-là, c'est dans des versions patchées, pas officielles, des branches alternatives, des trucs comme ça. Si vous prenez par exemple OpenSSL, il n'y a pas de version officielle publiée d'OpenSSL qui permette de faire du Quick.
vous êtes obligé d'utiliser des versions patchées spéciales. Donc on s'amuse beaucoup, on fait beaucoup de git, de make, de cmake, de trucs comme ça dans tous les sens. Et puis après, il faut changer LD Library Path parce que sinon, ça ne trouve pas la bonne bibliothèque. Donc actuellement, développer des applications avec Quick, c'est un peu du bricolage, c'est un peu difficile. Benoît, tu avais une question ? Alors j'ai une question d'une personne dans le chat concernant le filtrage de Quick. Quick reposant sur UDP, y a-t-il un port destination UDP utilisé en particulier par extension? Quick pourrait-il être bloqué par un firewall juste en bloquant un éventuel port de destination UDP, pardon? Alors non, Quick n'impose pas un port UDP particulier. Parce que toujours la même chose, hein, quand il y a un truc qui est en clair et qui est utilisé, il devient ossifié au bout d'un moment. Donc Quick peut utiliser n'importe quel port sur UDP. Et il y a délibérément pas de moyen d'identifier un datagramme portant du Quick. Pas de moyen sûr. Toujours pour la même raison, c'est que si on expose quelque chose en clair, ça va devenir ossifié et donc ça gênera les évolutions futures. Donc le moyen le plus simple de bloquer Quick, c'est que vous débranchez le câble. Là, sécurité parfaite. Mais sinon, le but de Quick, enfin un des éléments du cahier des charges, c'était justement de pouvoir passer à beaucoup plus d'endroits. Tôt ou tard, on finira par avoir d'ailleurs, je pense, Quick sur TCP, parti comme ça. C'est un peu un problème de l'Internet aujourd'hui. Donc pour revenir aux mises en œuvre, il y a quand même des logiciels qui ont du Quick. Alors, Google Chrome a Quick. Alors, c'est pas tellement étonnant, hein, étant donné que c'est Google qui a conçu Quick à l'origine. Donc, Chrome a Quick. Dans une version récente, hein, si vous utilisez un Chromium un peu stable, vous n'avez pas forcément. Mais les versions récentes de Chrome ont Quick. Pour Firefox, c'est du Nightly. Il faut utiliser Nightly, c'est-à-dire la version recompilée toutes les nuits. Vous avez Quick aussi. Curl, si vous préférez la ligne de commande, si comme moi vous préférez regarder le web avec Curl, vous avez Quick aussi dans Curl. Là, pareil, c'est une version récente, pas celle que vous trouverez forcément dans votre système d'exploitation. Donc il y a déjà du Quick qui est disponible. Alors j'ai cité 3 clients HTTP parce que j'avais dit Quick c'est surtout le web. C'est un protocole de transport généraliste. On verra des exemples, mais en pratique, la demande venait surtout du monde du web. Et dans l'Internet, côté serveur, par exemple, w3.google.com gère Quick, ça fonctionne, mais pas Gmail d'ailleurs. Curieusement, ça illustre, en fait, j'ai cité cet exemple pour illustrer le fait que côté serveur, déployer Quick peut nécessiter des problèmes, peut nécessiter des adaptations. Et donc, même pour Google, ils ont été les premiers à faire du Quick, ils ne l'ont pas encore dans tous leurs services. Cloudflare aussi a Quick, évidemment. Facebook aussi. Vous notez que déjà avec eux, on a déjà une bonne partie du trafic. C'est une particularité de l'Internet aujourd'hui, c'est qu'avant, le déploiement d'une nouvelle technologie dépendait de plein de décisions très éparpillées, alors qu'aujourd'hui, un petit nombre d'acteurs peut, en activant un protocole, d'un seul coup, avoir un impact, par exemple, sur les statistiques de trafic. Ceci dit, une autre raison pour laquelle j'ai cité cela, c'est que pour le petit serveur, si vous avez votre blog qui est composé de 3 pages statiques sur votre Raspberry Pi, il n'est pas évident que Quick fournisse un bénéfice. C'est-à-dire, j'avais dit que Quick était un concurrent de TCP, pas au sens où le but c'est de virer TCP et que tout le monde devrait passer à Quick. Hein. C'est pas du tout la même situation que par exemple IPv4 et IPv6. IPv4, plus personne ne l'utilise, c'est complètement abandonné, comme vous le savez, parce que ça n'offre aucun intérêt par rapport à IPv6, alors que par contre TCP et Quick, les deux peuvent présenter des avantages, donc il n'y a pas de raison impérative que vous migriez tous vos services sur Quick tout de suite. D'autant plus que si vous utilisez Apache, vous êtes fichu parce que pour l'instant, il n'y a pas à ma connaissance de projet pour mettre du Quick dans Apache. On pourrait, hein, mais enfin il n'y en a pas. Alors que Nginx, c'est déjà le cas. Alors pas dans la version officiellement publiée, mais il y a une branche de développement où Nginx a Quick et où ça fonctionne. Donc si vous tenez à faire du Quick, vous utilisez Nginx et ça va marcher. Alors justement, ça veut dire quoi implémenter Quick ? On présente souvent Quick de manière erronée comme, contrairement à TCP, il tourne en espace utilisateur et pas dans le noyau. En fait, c'est erroné parce que vous pouvez faire du TCP en mode utilisateur. Et ça existe, hein. Il y a déjà des implémentations de TCP en mode utilisateur. Il n'y a rien dans TCP ou dans Quick qui impose une mise en œuvre dans le noyau ou dans l'espace utilisateur. Une fois, j'ai vu un type qui disait « Mais si Quick utilise TLS, donc ça ne peut pas marcher dans le noyau. » Si, le noyau Linux a TLS, par exemple, et c'est sans doute pas le seul. Donc vous pouvez faire du TLS directement dans le noyau.
Bon, ceci dit, en général, en pratique, TLS est dans le noyau du système d'exploitation. Et ça pose des problèmes, c'est que les noyaux évoluent trop lentement au gré du monde du web où on aime bien sortir une nouvelle version, j'allais dire tous les 15 jours. Non, toutes les nuits. Et surtout, il y a un problème, là encore, de gouvernance. C'est que ce n'est pas forcément les mêmes acteurs. Concrètement, ça gonfle Google que les performances de Chrome sur Windows dépendent des mises à jour de Windows et du noyau de Windows. Donc, une des motivations pour mettre Quick dans l'espace utilisateur, pas la seule, mais une des motivations, c'était de contourner le rythme des mises à jour de Windows. Donc, en général, les mises en œuvre de Quick que j'ai citées là tournent en espace utilisateur, aussi bien côté client que côté serveur. Donc, c'est une grosse bibliothèque à intégrer à l'application. Alors, j'avais dit, maintenant on va voir quelques petits problèmes, j'avais dit que le système de Connection ID de Quick, qui permet de migrer d'une adresse IP à l'autre en gardant les sessions, a des conséquences. Ben, il y a une conséquence en matière de vie privée. Quick encourage des sessions de longue durée, puisque l'idée c'est que l'établissement de la connexion qui prend un certain temps va être amorti sur une longue durée. Ce n'est pas une nouveauté de Quick. HTTP 1.1 a déjà des connexions de longue durée. Vous pouvez faire en HTTP 1.1 récupérer plusieurs ressources sur la même connexion HTTP 1.1 et donc la même connexion TCP en dessous. C'est encore plus vrai dans HTTP 2 qui introduisait en plus ce parallélisme. Ceci dit, les sessions de HTTP 1.1 et HTTP 2 ne survivent pas au changement d'adresse IP puisque c'est du TCP en dessous. Avec Quick, par contre, les sessions peuvent survivre. Et donc ça permet potentiellement un pistage de l'utilisateur. Le serveur sait que vous êtes passé, que le type qui venait de telle adresse IP, par exemple, ici vous êtes connecté au réseau Wi-Fi FR-Guest de la FNIC, vous aviez une certaine adresse IP, puis vous sortez dehors et vous passez en 4G, le serveur sait que c'est toujours vous, puisque c'est le même Connection ID. Alors, ce problème ne joue que pour le serveur, pas pour des observateurs. Parce que pour des observateurs, Quick n'a pas un Connection ID, mais un jeu de Connection ID, négocié au début, et ensuite on est censé en changer quand on change l'adresse IP. Donc un observateur extérieur ne sait pas que c'est la même session. Par contre, le serveur, lui, le sait. Il voit le paquet arriver. Le Connection ID fait partie du jeu de Connection ID qui avait été négocié au début. Donc il voit que c'est toujours vous. Donc la protection de Quick par le chiffrement protège contre les tiers. Elle ne protège pas contre celui à qui vous causez. Ça permet, par exemple, un suivi d'un utilisateur, même sans utiliser les cookies et les trucs comme ça. Alors en pratique, ce n'est pas un problème qui m'empêche de dormir, parce que dans le web actuellement, les moyens de suivre un utilisateur, il y en a plein d'autres. Il y a les cookies, c'est l'exemple évident, il y a le fingerprinting du navigateur, il y en a plein d'autres. Donc en pratique, ça ne me semble pas être le plus gros problème du web aujourd'hui. Mais c'est quand même un truc à garder en tête, surtout si vous travaillez dans des secteurs soucieux de vie privée. Il y a par exemple une réflexion en cours au sein du projet Tor pour savoir comment gérer ce cas-là dans Tor, qui justement, Tor, a priori, si on l'utilise, c'est qu'on est soucieux de vie privée. Pour l'instant, il n'y a pas encore de solution. Un autre cas rigolo qu'il y a eu dans l'histoire de Quick, c'est l'histoire du spin bit. Alors, il est souvent dit à l'IETF qu'il y a eu plus de discussions pour cette unique bit que pour tous les autres bits de l'entête Quick. Parce que qu'est-ce que c'est que le spin bit? Alors, avec TCP, rappelez-vous, toute la machinerie de la couche transport est en clair. Vous pouvez voir les numéros de séquence qui identifient le rang d'un octet dans la connexion et les accusés de réception correspondants. En les corrélant, vous pouvez déterminer RTT, taux de perte, etc. Par contre, Quick chiffre cette information. Les numéros des octets, qui sont dans les paquets Quick, sont chiffrés. Donc pas accessibles à un observateur extérieur. Alors, ça peut poser des problèmes. Un observateur extérieur qui voudrait, à des fins, par exemple, de recherche, d'études des performances, des trucs comme ça, il peut y avoir des tas d'utilisations plus ou moins légitimes de cette observation, il est privé d'une information. Donc, pour le consoler, il y a eu le projet de faire un spin bit. C'est un bit qui change à chaque RTT, 0, puis quand on a fait un RTT, il passe à 1, puis il repasse à 0 après. Et donc, en observant les changements du passage de 0 à 1, on peut estimer le RTT. Mais ce faisant, alors on donne une information utile, mais ce faisant, on annule une partie de l'effet du chiffrement. Donc, par exemple, rappelez-vous que le RTT peut permettre d'estimer la position physique de quelqu'un. Enfin,
de manière très grossière, mais enfin, c'est déjà une information en trop. Donc le spin bit a été très très contesté à l'IETF. À une extrémité, il y avait des gens qui ne voulaient pas du spin bit du tout, en disant c'est idiot de chiffrer et ensuite de publier une information. À l'autre extrémité, il y avait des gens qui disaient que le spin bit n'était pas suffisant et qui voudraient des services en plus et des informations en plus. Un compromis classique entre observabilité, qui peut être utilisé aussi bien par les gentils que par les méchants, et vie privée. Le compromis final a été que le spin bit est resté, mais il est facultatif, les applications ne sont pas obligées de le faire, et il y a des recommandations pour, par exemple, qu'on n'utilise pas le spin bit pour une partie des connexions pour rendre plus difficile l'espionnage. Mais ça a suscité énormément de discussions, et à la fois c'est rigolo parce que c'était un seul bit quand même dans l'histoire, et en même temps ça résumait bien le problème dont on reparlera plus longuement cet après-midi, qui est que légitimement, les utilisateurs veulent plus de vie privée, donc on chiffre davantage. Mais d'un autre côté, ça gêne un certain nombre d'usages du réseau par des tiers, usages dont certains étaient légitimes. Bref, beau problème de philosophie pour le bac. C'est quel est l'équilibre à atteindre entre observabilité et vie privée. Alors ça nous mène au concept de vue du réseau. La vue du réseau, c'est un terme qui a été introduit par le RFC 8546 qui parle de network image, c'est-à-dire ce que voit le réseau d'une connexion. Autrefois, quand on faisait du TCP et qu'ensuite on faisait du telnet en clair, le réseau voyait tout et pouvait tout observer, avec des tas de conséquences en matière de sécurité, de vie privée, etc. Aujourd'hui, la tendance, c'est qu'on chiffre de plus en plus. Donc la vue par le réseau est réduite. Ça veut dire que si vous étiez habitué à déboguer vos problèmes réseau avec Wireshark ou avec un logiciel équivalent, mais Wireshark c'est super, vous allez être privé d'une partie de l'information. Par exemple, ça va vous obliger à extraire la clé de l'application, la clé de chiffrement, et à la donner à Wireshark. C'est une fonction qui n'est pas toujours connue de tout le monde, mais Wireshark est capable, si on lui donne une clé, de déchiffrer les sessions TLS. Évidemment, il faut lui filer la clé. Et donc, Benoît. Oui, excuse-moi. J'ai une question concernant le RTT qui était évoqué tout à l'heure. C'est une question, est-ce que TLS protège contre l'estimation du RTT et le taux de perte dans TCP puisqu'il chiffre les numéros de séquence? Oui, tout à fait. Merci. C'est fait exprès. Sauf que ça ne s'appelle pas numéro de séquence, mais le principe est le même. Donc, pour revenir à Wireshark, donc, vous voyez comme il faut fournir la clé à Wireshark si vous voulez analyser ce qui se passe. Ça va donc nécessiter qu'une des deux parties coopère. Une des deux parties, c'est un truc qui est souvent oublié avec TLS, c'est que TLS protège contre les tiers, mais il ne protège pas contre l'autre partie. Donc si vous faites du TLS avec des méchants, par exemple, les méchants peuvent coopérer aussi pour les données. Donc ça nécessite un peu un changement de modèle. On était habitué depuis longtemps sur l'Internet à pouvoir faire certaines opérations de débogage, d'administration réseau, sans demander leur avis aux terminaux, juste en observant ce qui passait, la fameuse vue du réseau. Avec le chiffrement, il va falloir passer à un autre modèle. On va avoir besoin d'une coopération d'un des terminaux. Dans le cas le plus grossier, on verra ça dans la démo, c'est demander à un des terminaux d'extraire la clé pour qu'on la passe à Wireshark. Mais il y a aussi des travaux pour faire ça de manière plus avancée. Dans le monde Quick, par exemple, c'est le projet QLog, qui est un projet en cours, qui est un format standard d'information qui permettrait... dans les bibliothèques Quick, en fait, on mettrait une option qui ferait qu'on dump dans un fichier local au format QLog tout un tas d'informations qu'après un analyseur pourrait regarder pour avoir le RTT, les taux de perte, les trucs comme ça. L'intérêt d'un format standard, c'est qu'on pourrait imaginer qu'on va développer des outils au-dessus de QLog et qui marcheront avec tous les logiciels. Là encore, si on a du logiciel libre, c'est plus simple, mais l'intérêt de QLog, c'est que ça pourrait éventuellement marcher, y compris avec du logiciel non libre. On pourrait imaginer que votre aspirateur connecté, par exemple, qui fait du Quick, il y a une option qui, vous appuyez sur un bouton et il produit du QLog que vous mettez sur une clé USB, puisque l'aspirateur connecté va avoir une prise USB, et comme ça, vous pouvez analyser les connexions de votre aspirateur avec le reste du monde, même sans avoir les clés de chiffrement. C'est super pour l'Internet des objets. Bon, c'est un peu futuriste comme perspective, mais QLog existe déjà. Benoît ? Alors, deux questions. Concernant les tests de débit, est-ce que les méthodologies de mesure de débit actuelles doivent évoluer avec l'adoption de Quick ? Non,
Parce que le débit peut être mesuré même complètement indépendamment du protocole de transport. Le routeur, par exemple, il sait bien combien de paquets et combien d'octets il route, et Quick ne change rien à ça. C'est de l'information couche 2. Ok, merci. Et une autre question ou remarque, est-ce que le SpinBit ressemble au vieil Alternating Bit Protocol? Est-ce que ça te parle? Non, ça ne me parle pas, je ne connais pas Moi ce non protocole. Il y a quelqu'un qui connaît? Si vous pouviez préciser dans le chat, je reposerai la question ou je redonnerai l'information à Stéphane. Merci. Alors, ce que ça donne en pratique sur Wireshark, là encore, il faut utiliser une version suffisamment récente de Wireshark pour qu'ils connaissent Quick. Vous voyez donc un paquet, la première ligne vous indique donc le paquet, la deuxième, les caractéristiques Ethernet, la troisième IP, donc c'est de l'IP V4, la quatrième indique que c'est de l'UDP, donc Quick tourne sur UDP. Et le port de destination 8443, c'est le port sur lequel tournait le serveur, ce qui était un peu la question précédente. Quick n'impose pas un port particulier. Et ensuite, vous avez Quick lui-même. Là, on a un paquet donc ici de longueur 73 octets. Et ce que vous notez, c'est la ligne qui commence par Quick Short Header, DCID égale. DCID, c'est le Destination Connection ID. C'est donc le Connection ID dont j'ai parlé. Donc, c'est cette chaîne de caractères qui permet d'identifier une connexion Quick particulière indépendamment des adresses IPv4 et ports qui ont été affichées au début. Ensuite, ce paquet contient un ruisseau d'identité 0, le stream ID égale 0, et qui contient des données. Et en fait, ici, j'avais donné la clé de chiffrement à Wireshark, donc il a pu analyser les données et voir que c'était de l'HTTP, en l'occurrence HTTP 3, dont je parlerai plus loin. Hop. Ici, plus rigolo, on voit rien, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il y a plus de ruisseaux. C'était pour illustrer le fait que dans un même paquet Quick, vous pouvez avoir plusieurs ruisseaux. Ici, il y a 4 ruisseaux, 2, 6, 10 et 0, qui envoient des données, toutes de l'HTTP 3. Donc ça illustre le parallélisme de Quick. Et puis vous voyez en haut, dans le résumé que fait Wireshark, la communication où pour chaque paquet Quick est indiqué le Connection ID, puisque c'est ça qui identifie une session, c'est ça qui est important. Et à la fin, tout à fait à droite, vous avez la liste des ruisseaux ainsi que des autres types de paquets qui sont contenus, des autres types de trames qui sont contenus dans les paquets Quick. Par exemple, vous voyez sur la troisième ligne, la première est tronquée. Donc la troisième vraie ligne, vous voyez packet number 4, ping padding. Donc ping, comme son nom l'indique, c'est une trame Quick qui va déclencher un accusé de réception. Ça permettra au client ou au serveur de mesurer le RTT s'il a envie. Et padding, c'est le remplissage pour résoudre un problème classique de TLS, qui est que TLS ne cache pas la taille des données et que souvent cette taille peut permettre de déduire pas mal de choses sur l'utilisation qui est faite du réseau. Donc on bourre, on remplit avec des données bidons. Donc voilà, ça c'est pour illustrer le fait qu'on peut utiliser Wireshark pour analyser du Quick. On verra un exemple après en live, si j'ai le temps et si la démo ne plante pas. On le fera en live devant vos yeux ébahis. Alors, Quick soulève tout un tas de questions d'ordre politique. Quand je dis politique, évidemment, c'est pas politique au sens de qui va être ministre ou quel parti va gagner les élections. C'est au sens de la gestion d'un espace commun, puisque Internet est un espace commun partagé. Donc, quand je parle de gouvernance Internet, c'est ça aussi, hein, c'est la politique, tout bêtement. C'est-à-dire, il y a un espace qui est commun à plusieurs personnes et plusieurs entités. Comment est-ce qu'on le partage bien sans se faire du mal? Donc, Quick offre moins d'informations aux intermédiaires, par exemple aux fournisseurs d'accès Internet. Et donc moins de possibilités d'action pour eux. Ça peut en défriser certains. Il y a 2 RFC, par exemple, qui expriment le point de vue de certains opérateurs qui disent « Ah là là, le chiffrement, quand même, ça nous gonfle ». Le RFC 9065 est une réflexion générale sur les conséquences du chiffrement de la couche transport, ce que fait Quick justement, et le 8404 est plus général sur le chiffrement en général et tous les problèmes que ça pose sur les opérateurs. Tous les deux, surtout le 8404, sont très biaisés et je ne suis pas du tout d'accord, mais je les cite quand même parce que je suis sympa pour montrer quels sont les problèmes vus par certains acteurs du monde des réseaux. Quick va nécessiter, donc, comme je l'avais dit, une nouvelle vision du débogage. Au lieu d'avoir un débogage orienté réseau, c'est-à-dire vous lancez Wireshark, vous analysez le PCAP, on va devoir plus travailler sur les terminaux.
Ce qui pose le problème, évidemment, des terminaux non coopératifs. C'est pour ça que j'avais pris l'exemple de l'aspirateur connecté pour vous faire rigoler. Vous savez que quand vous achetez un objet connecté aujourd'hui, c'est une boîte noire qui fait n'importe quoi, vous ne savez pas ce qu'elle fait, et c'est bien embêtant. Et il y a des gens qui voudraient à la fois acheter des boîtes noires avec du logiciel non libre et quand même savoir ce qu'elles font. Avant, on pouvait en observant le trafic réseau. Maintenant, va falloir d'autres façons de faire. Évidemment, Quick, comme il chiffre, et systématiquement, il va relancer les débats classiques sur le chiffrement. En gros, Quick, c'est pour les pédophiles, les nazis, les trucs comme ça. On n'a pas encore eu vraiment de discours dans ce genre-là, mais je n'ai pas de doute qu'on en aura. Tôt ou tard, on aura un ministre à l'Assemblée qui dira que c'était irresponsable de déployer Quick. Et puis, il y a d'autres questions qui ne sont pas liées au chiffrement, qui est que Quick, c'est quand même un truc compliqué. À certains égards, encore plus que TCP, ce qui n'est pas peu dire. Et ça pose le problème de qui, aujourd'hui sur Internet, a les moyens de développer et de promouvoir un protocole de ce niveau-là. Comme l'Internet est devenu un truc très compliqué, avec plein d'enjeux, une grosse boîte comme Google peut se permettre de développer un nouveau protocole et de le promouvoir, mais il y a plein d'acteurs de l'Internet qui sont largués et qui n'ont du mal à participer à ce genre de développement ou de débat, ce qui, bon, je n'ai pas de solution évidente à ce problème, hein, mais c'est quelque chose à garder en tête, c'est que autant développer et promouvoir un protocole strictement applicatif, c'est possible. C'est comme ça que Tim Berners-Lee a fait le web d'ailleurs, et c'est toujours possible aujourd'hui. On a vu récemment des protocoles qui avaient le même succès, et c'est plus difficile quand c'est pour les protocoles de transport. Où là, ce n'est pas uniquement un problème d'ossification, c'est aussi un problème que la barre est quand même très haut. Alors, j'ai cité surtout les avantages de Quick, parce que j'ai cité les buts de Quick et ce qu'on visait à faire. Les inconvénients, j'ai mis des points d'interrogation, parce que Quick, c'est quand même encore relativement récent, donc il y en a où c'est difficile de dire si ça va vraiment être un problème à ce point, mais il y a le coup il est peut-être trop sécurisé. Les gens qui veulent intervenir sur le réseau, qui veulent par exemple violer la neutralité du réseau, bah, ça va les gêner, ce qui est le but, hein, c'est fait exprès. Mais il y en a que ça va gêner, c'est sûr. Compliqué, ça c'est sûr. C'est un peu lié au problème dont je parlais de qui peut développer et promouvoir un nouveau protocole de transport. Quick est quand même très complexe. Avant de dire qu'il est trop complexe, commencez par comparer avec TCP. Hein. TCP est aussi très compliqué et ne se maîtrise pas du premier coup. Quick a surtout été conçu avec l'argument de performance. Il y a deux arguments vendeurs pour Quick, trois peut-être avec la mobilité, mais l'argument de sécurité et l'argument de performance, avec le parallélisme, le 0 RTT donc et la faible latence aux connexions de manière générale. Est-ce qu'en pratique, dans le monde réel, c'est si rapide que ça? Alors, c'est un peu tôt pour en dire. Il y a eu des études qui ont été faites en labo. Il y a eu au moins un article que je connais pour les membres du conseil scientifique, c'est celui dont j'ai envoyé l'URL hier, qui analyse Quick avec les vrais serveurs existants actuellement et disponibles. Les deux séries de mesures ne donnent pas tout à fait les mêmes résultats, et ça dépend aussi beaucoup de l'usage qui en est fait. Par exemple, si vous testez uniquement avec la page HTML, bah, Quick ne va pas marquer tellement de progrès, mais il n'a pas été fait pour ça. Il a été fait pour le cas où il y a besoin de parallélisme. Et donc, vous aurez d'autres résultats qui vont dépendre de la conception des pages HTML. Je dirais juste qu'au moins, il y a au moins un acteur où on est sûr que c'est plus rapide pour lui, c'est Google. Vous savez que Google contrôle les deux bouts de la chaîne, il contrôle une grande partie des services, et via le navigateur Chrome, il contrôle une grande partie des clients. Chrome informe en permanence Google d'un certain nombre de choses, notamment des performances mesurées, et donc Google sait exactement quel est le vécu des utilisateurs qui utilisent Chrome pour se connecter à YouTube. Donc là, si Google déploie Quick, c'est clairement parce que pour eux, c'est intéressant. Savoir si ça va être intéressant pour tout le monde est une question ouverte. Alors justement, ayant parlé de Google, c'est l'occasion de parler de l'histoire de Quick, d'où ça vient. Alors notez bien les dates, hein, parce que c'est long et compliqué de déployer un nouveau protocole. Le projet Google initial date de 2012 et a été décrit dans un article de Google qui, attention, décrit un Quick qui est très différent du Quick d'aujourd'hui. Le nom est le même, mais c'était un protocole très différent, notamment parce qu'il utilisait son propre protocole de chiffrement et pas TLS. En 2016,
l'IETF a commencé à travailler là-dessus parce qu'avant, c'était un truc spécifique de Google, donc pas très satisfaisant, notamment pour les concurrents. Donc le choix a été fait d'en faire un protocole normalisé, n'appartenant pas à Google, et ça a pris quelques années supplémentaires, puisque c'est un gros truc. Quick, c'est compliqué, puis il s'agit quand même de remplacer TCP, qui est le protocole le plus crucial de l'Internet à bien des égards. Donc c'est un gros boulot et gros problème. Et c'est en mai de cette année seulement que sont sortis les RFC sur Quick. 8999, 9000, 9001, 9002, le gros morceau étant le 9000, avec ses 217 pages, qui sont la norme de Quick. Bonne lecture. Et c'est pas terminé. Parce que jusqu'à présent, j'ai parlé protocole de transport. Mais l'utilisateur, lui, il veut des applications. Il veut des images de chat. Et c'est là que HTTP 3 joue un rôle. Donc HTTP 3, c'est quoi? C'est Quick pour le web. Quick étant un protocole de transport. HTTP est le protocole d'application, la couche 7. Personne ne sait ce qu'il y a dans les couches 5 et 6. C'est un grand mystère. HTTP est la couche 7. Et c'est la principale motivation pour Quick. C'est la demande, la force derrière Quick, c'était les besoins du web, donc de HTTP. Donc HTTP 1.1 et HTTP 2 utilisent TCP. HTTP 3 reprend la sémantique de HTTP, donc get, post, content type, texte HTML, tout ça c'est pareil, avec l'encodage binaire de HTTP 2. Donc pas de gros changement de ce point de vue-là. C'est juste que l'algorithme de compression des entêtes est différent. Mais enfin, ça ne fait pas un gros changement. Mais tournant sur Quick et pas sur TCP. Ça veut dire notamment que le parallélisme qui dans HTTP 2 était assuré au niveau HTTP disparaît d'HTTP 3 parce que maintenant il est fait par Quick. HTTP 3 se contente de mettre en correspondance les couples requête-réponse, get toto.html, voilà toto.html, 200 OK, sur un ruisseau. C'est-à-dire qu'il y a un ruisseau par couple requête-réponse. Et ensuite, on ferme le ruisseau. Rappelez-vous que créer et détruire des ruisseaux, c'est rapide. Donc, il n'y a rien dans HTTP 3 pour envoyer plusieurs ressources sur un même ruisseau. On fait un ruisseau par couple requête-réponse. Donc, quand j'avais dit, par exemple, que Firefox, Chrome et compagnie avaient Quick, ils ont aussi HTTP 3. Évidemment, sinon, ça n'aurait pas un grand intérêt. Qu'est-ce que voit l'utilisateur ou l'utilisatrice normale dans ces conditions? Rien. À part le gain en performance, il n'y a pas de changement. L'utilisateur, il ne sait pas qu'on utilise TCP. Si le web migrait demain vers SCTP, on n'aurait pas vu la différence. Donc, notamment, les URL sont les mêmes. Rien dans un URL n'indique si c'est du Quick ou pas. On garde exactement les mêmes URL qu'avant. Donc, l'utilisateur, il clique comme avant, il voit les images comme avant. Pas de changement pour lui. Mais alors, comment est-ce que le client HTTP sait que le serveur fait du Quick, si c'est les mêmes URL? Alors, il y a plusieurs méthodes. Dans le futur, il est possible qu'il n'y ait plus que Quick, et donc la question ne se pose pas. Enfin, on en est très très loin. Par exemple, HTTP 2 n'a pas supprimé HTTP 1.1, qui reste très très répandu. Donc, la méthode la plus répandue actuellement dans le monde HTTP, c'est une redirection. Il y a un en-tête qui s'appelle ALT-SVC, Alternative Service, qui indique un certain nombre d'autres choses. Ici, par exemple, celui que j'ai pris sur le site web de Google, H3, c'est HTTP 3, port 443, et MA, c'est la durée de vie de l'information. Donc, le client est censé mémoriser ça, et la prochaine fois, il pourra attaquer en H3, en HTTP 3, donc Quick, directement. C'est la méthode, à l'heure actuelle, la plus répandue pour indiquer qu'on fait du Quick. Il y a un débat à l'IETF actuellement pour mettre cette information dans le DNS, parce que tout est dans le DNS, de manière à ce qu'on ait tout de suite l'info, qu'on n'ait pas besoin de faire une connexion en TCP pour se rabattre en Quick après. C'est encore en cours de discussion à l'IETF. Voilà. On pourrait aussi imaginer d'autres services, mais enfin, pour l'instant, le gros du boulot d'indication est fait par ALT-SVC. Alors, vous trouverez des fois, si vous regardez, la curiosité de regarder sur un certain nombre de sites web, vous trouverez également, en plus du H3, des H3-1 chiffre. C'était les versions temporaires de HTTP 3 en cours de développement pour les tester. Ça va disparaître maintenant que Quick est normalisé. Par contre, HTTP 3, lui, n'est pas encore normalisé. Le RFC, le document est terminé, mais n'est pas publié parce qu'il dépend d'autres documents sur HTTP. Donc, il n'y a pas encore de RFC sur HTTP 3. Alors, Quick, j'ai dit, c'est un protocole de transport généraliste, donc on pourrait y mettre d'autres choses.
tous les protocoles qui ont besoin de parallélisme, et typiquement le DNS. Quand vous établissez une connexion avec un résolveur DNS, vous allez poser des tas de questions où certaines, le résolveur répondra très vite et d'autres plus lentement. Donc c'est pas bien de les mettre de manière séquentielle. Le parallélisme, c'est bien. C'est donc ce qu'on appelle DOQ, DNS over QUIC, qui est à différencier de DOH sur QUIC, parce que DOH, DNS sur HTTPS, c'est HTTPS, donc vous pouvez le faire sur QUIC. DOC, c'est DNS directement sur QUIC, avec un ruisseau par couple requête-réponse, comme pour HTTP3. C'est en cours de normalisation au sein du groupe DPRIV, mais en pratique, il n'y a pas énormément de gens qui bossent là-dessus, mais il y a déjà une implémentation. Et puis plus rigolo, alors il y a aussi des projets, il y a des drafts pour IRC sur QUIC, SSH sur QUIC, des trucs comme ça. Un plus sérieux, c'est le groupe de travail masque de l'IETF qui, comme son nom l'indique, se dit mais puisque QUIC c'est bon pour la sécurité, ça chiffre plein de choses, on va pouvoir faire des VPN là-dessus. Et donc tout faire passer sur QUIC de manière à empêcher, enfin à gêner l'analyse de trafic qui est actuellement une des vulnérabilités des VPN. Donc ça, c'est le travail de masque, mais ce n'est pas encore terminé. Enfin, le but de cette diapo ici, c'est de rappeler que QUIC, ce n'est pas uniquement HTTP. Ça peut servir pour d'autres choses. Donc, des bonnes lectures, si vous voulez en savoir plus. La meilleure lecture, c'est le bouquin de Daniel Stenberg, l'auteur de QUIC, l'auteur de curl, pardon. Oh là là. Le bouquin s'appelle HTTP3 Explained, mais en dépit du titre, il parle beaucoup de QUIC. Il ne parle pas que de HTTP3. L'intérêt, c'est qu'il est sous une licence libre. Donc d'une part, ça vous permet de récupérer le source, mais surtout, ça veut dire que c'est relativement facile de faire des traductions. Et il y a une traduction en français qui semble tout à fait correcte. Voilà, maintenant, déjà, je vous laisse une petite pause si vous avez des questions et réponses. Et puis sinon, on va faire une démo. Et c'est là que ça va planter. Alors, j'ai une question, Stéphane. Ah non, il y avait Laurent d'abord. Ah, Laurent. Merci pour ta présentation. Est-ce que du côté Android, qui appartient à un grand groupe, est-ce qu'il y a des implémentations QUIC ? Je pense que... Je n'ai pas vérifié, mais je pense que Chrome sur Android fait du QUIC. Mais j'ai pas fait un TCP dump pour vérifier, donc logiquement oui. Après, j'avais parlé des problèmes de mise à jour des systèmes. C'est une grosse plaie pour Android, c'est-à-dire que la plupart des gens, ils utilisent effectivement un Android qui est plus ou moins ancien, pas maintenu, des trucs comme ça. Donc même quand c'est un système d'exploitation contrôlé par Google, Google ne peut pas forcer les mises à jour. Alors que par contre, via le Play Store, ils peuvent forcer les mises à jour de Chrome, donc s'assurer que tout le monde aura QUIC. Mais il faudrait faire un TCP dump sur un Android pour voir ce qu'il fait. Je ne l'ai pas fait. Alors, une question. Les journées des serveurs web, exemple Nginx, vont-ils également inclure le Connection ID de QUIC pour que le sysadmin puisse plus facilement suivre la session, justement ? Alors, effectivement, au cours d'une session QUIC, l'adresse IP peut changer, je l'ai expliqué. Ça va avoir des conséquences rigolotes pour des organisations comme la Adopi, c'est sûr. Et effectivement, pour un serveur HTTP, ça veut dire que c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il faut loguer ? Loguer le Connection ID, ça sert pas à grand-chose parce que ça vous donne pas d'informations après particulières, à part que c'est le même utilisateur. Et encore, c'est en fait un jeu de Connection ID qui est utilisé. Donc, il faudrait en fait un Meta Connection ID pour identifier la session. Et c'est vrai que loguer l'adresse IP, comme le font actuellement typiquement les serveurs HTTP, ça perd un peu de sens dans ces conditions. La solution la plus simple, c'est de ne pas loguer du tout l'adresse IP, comme ça, ni le Connection ID, comme ça c'est bon pour la vie privée, et le RGPD est content. Alors, une autre question. Est-ce que le TLS, donc la RFC 9001, est utilisé par défaut dans les implémentations ? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe des implémentations finalement sans le Uncheck TLS ? Ta connaissance. Sans le Uncheck TLS. Non, QUIC, enfin en tout cas la version 1 de QUIC, la version actuelle qui est normalisée, impose le chiffrement et impose TLS. Les versions futures de QUIC auront peut-être d'autres protocoles de cryptographie, mais futures, pour l'instant un futur très lointain. Donc la seule version de QUIC qui existe impose TLS. Et à ta connaissance, il n'y a pas d'implémentation sans ce... Ça serait une violation de la norme, parce que QUIC impose le chiffrement.
Et il l'utilise d'ailleurs pour différentes applications. Par exemple, le test de retournabilité, c'est-à-dire qu'on peut joindre quelqu'un, le contrôle d'intégrité du paquet initial. Le paquet initial est déjà chiffré, mais chiffré avec une clé qui est dérivée d'informations publiques. Donc ça assure pas la confidentialité, mais ça assure l'intégrité. Donc Quick, à partir du moment où on décide que tout est chiffré, ça a des avantages, c'est qu'on peut utiliser le chiffrement pour pas mal de choses qui avant dépendaient d'autres services. Merci pour la présentation et je ne veux pas prendre trop de temps à la démo qui est très importante. Sur les inconvénients, il y a quelque chose moi qui m'effraie un peu, mais c'est que les gens qui veulent innover dans le transport ont attendu pendant des années avec un kernel qui bougeait pas assez vite et qui se déployait pas assez vite. Et là, on voit quand même que sur les déploiements de Quick, les versions bougent très très vite. Et donc, est-ce qu'on n'a pas un risque vers une instabilité, des protocoles très agressifs qui seraient déployés, parce qu'on n'a plus le moyen de savoir si la machine a été correcte. Donc en fait, est-ce que c'est pas la porte ouverte quand même vers des déploiements de protocoles très agressifs et trop agressifs? Alors, c'est une question compliquée parce que c'est vrai qu'avec TCP, on peut analyser le fonctionnement du protocole de l'extérieur, c'est-à-dire sans avoir accès aux sources. Personnellement, je pense que c'est encore mieux si on a accès aux sources, mais ça soulève un autre problème. Le problème, c'est le problème des gens qui, à la fois, voudraient utiliser du logiciel non libre, mais tout en contrôlant ce qu'il fait. Ce qui est déjà un peu une contradiction. Ça me paraît pas complètement logique. Mais enfin, il y a des gens qui sont dans cette position. Et donc, avec TCP, on pouvait analyser de l'extérieur. Ceci dit, ce n'est pas systématiquement fait. Autant... Si, pour des gros systèmes d'exploitation très répandus, pour Windows, je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait parce qu'il y a eu beaucoup d'études faites sur le fonctionnement de TCP, mais ça ne veut pas dire que toutes les piles TCP de la planète ont été analysées comme ça. Et donc on pourrait s'apercevoir, si un jour on le fait, qu'il y a en fait des piles TCP soit buggées, soit égoïstes, c'est-à-dire qui piquent une part de la capacité plus grande. Pour Quick, c'est rendu plus compliqué par le chiffrement, et ce qui est délibéré. Quand il s'agit de logiciels libres, donc comme Chromium ou comme Firefox ou Curl, c'est moins un problème, puisque là, dans ce cas-là, on peut toujours se fier aux sources. Pour les autres, effectivement, ça va être une difficulté, mais c'est une difficulté qui, je pense, n'a pas de... Enfin, c'est un problème plus fondamental de l'Internet. Déjà pour TCP, c'est difficile. Hein. Souvent, les gens disent, c'est facile, on met 2 TCP en parallèle, chacun, on lui demande de transférer un fichier, et on voit si c'est bien 50-50 la capacité. En fait, ça, c'est faux. C'est faux parce que ça suppose déjà qu'ils ne sont pas ralentis par autre chose, comme par exemple la lecture du fichier, des choses de ce genre. Et puis ça suppose tout un tas d'autres problèmes. TCP permet quand même quelques variations. TCP n'a pas un algorithme de contrôle de congestion. Il y en a plusieurs et qui normalement arrivent tous à peu près au même résultat en situation stable. Situation stable, c'est-à-dire sans perte de paquet et quand la session a duré assez longtemps pour que ça soit stabilisé. Ce qui, dans le web, n'est pas toujours le cas avec les ressources de petite taille comme CSS ou HTML. Donc c'est en fait étonnamment très difficile de déterminer s'il y a vraiment justice, c'est-à-dire s'il n'y a pas des tricheurs. Ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'il n'y a pas de triche énorme et super répandue. Mais c'est vrai que c'est comme souvent, c'est en fait souvent ça avec l'égoïsme en fait. Si tout le monde triche, ça se voit, la société s'écroule de toute façon. Et l'espace commun est perdu. Si par contre, il y a une grande majorité de gens honnêtes, justes, et quelques tricheurs un peu discrets, qui sont assez malins pour rester sous le radar, c'est extrêmement difficile de les attraper. Et c'est un peu pareil sur Internet. Alors, 2 autres questions. Alors, une qui suivait la précédente, je pense, c'était quel intérêt de chiffrer le premier paquet si c'était avec une clé publique? Intégrité. Vérification d'intégrité. Merci Stéphane. Et la deuxième qui vient d'arriver, alors je l'ai dit, question, les implémentations de Quick permettent-elles d'authentifier le pair avec autre chose qu'un certificat, comme par exemple un mot de passe? Je pense à un cas d'usage, comment établir une connexion Quick sur un réseau local, RFC 1918, non managé, donc sans accès interne partagé, par exemple, quand on fait une LAN party. Alors, Quick utilise TLS, donc il a toutes les possibilités de TLS. Par exemple, TLS permet d'avoir des clés brutes, c'est-à-dire sans certificat, juste une clé. Et dans ce cas-là, il faut trouver un autre moyen d'authentification ou pas authentifier du tout. Certaines bibliothèques TLS, GNU TLS permet de les utiliser, par exemple, ces clés brutes.
L'autre solution, c'est d'avoir, enfin c'est ce que je fais moi sur mon réseau local, c'est d'utiliser une autorité de certification à soi et des certificats à soi, ou en l'occurrence d'utiliser CACERT par exemple, qui est typiquement pas reconnu mais, par les navigateurs, mais qui est une AC qui fonctionne et qui évite de gérer la sienne. Donc c'est très pratique pour la gestion du réseau local, par exemple. Ou bien sinon, on a sa propre autorité de certification. Mais sinon, les autres possibilités de TLS sont possibles aussi. TLS permet aussi, il y a aussi un RFC sur des clés prépartagées, c'est-à-dire les clés sont en dur, connues à l'avance, donc à peu près l'équivalent d'un mot de passe. J'ai oublié le nom du RFC, je sais que j'avais remarqué ce RFC parce qu'il y a deux trucs rigolos dedans. L'un où il prétend que c'est une solution qui résiste aux calculateurs quantiques, puisque la clé, on n'utilise pas de cryptographie asymétrique. Ce que j'ai trouvé assez gonflé comme argument, mais bon, pourquoi pas. Et l'autre, c'est qu'il en a profité pour faire passer dans le RFC ses opinions sur le gun control, en disant qu'on devait avoir le droit de chiffrer, on devait avoir le droit d'avoir une M16 chez soi, ce qui n'aurait pas dû passer normalement au RFC Editor, mais c'est une autre histoire. En tout cas, donc pour dire que fondamentalement, la question est une question TLS en fait. Si TLS sait le faire, Quick sait le faire. Et une dernière question pour garder un peu de temps. Mon navigateur Firefox, une fois connecté à un serveur donné, a-t-il moyen d'ouvrir un stream qui soit un ruisseau qui soit prioritaire sur un autre? Pour de bonnes raisons, bien entendu. De toute façon, si c'est à l'intérieur de la même connexion Quick, c'est-à-dire si le ruisseau prioritaire étouffe les autres ruisseaux de la même connexion, on s'en fiche, c'est la même personne, c'est le même logiciel, donc ça n'a pas de conséquences politiques. Et pour être franc, c'est un aspect du RFC que j'ai sauté. Les histoires de priorité, il me semble que non. Il y a quelqu'un qui connaît mieux que Quick que moi là-dessus? Je ne crois pas qu'il y ait de ce concept de priorité pour l'instant, mais... Je ne connais pas le RFC par cœur, mais je pense que la priorité entre les streams, c'est comme quand on développe une appli en HTTP, c'est le développeur qui décide de la priorité. Donc ce serait côté serveur que la priorité des streams serait faite. Merci. Je propose de garder, il y a une autre question, mais je propose de garder peut-être après ta démo pour se laisser le temps de la démonstration. Si ça marche. Alors donc j'ai utilisé ici une machine Debian, donc avec noyau Linux, et l'implémentation PicoQuick. Donc rappelez-vous que les implémentations de Quick, PicoQuick comme son indique, vise à avoir une faible empreinte, donc à être utilisable potentiellement par exemple pour de l'internet des objets. Bon, tout est relatif. C'est la version GitHead, c'est-à-dire la toute dernière. J'ai encore fait un git pull hier et recompilé. Donc, avec PicoQuick, on peut avoir un serveur. Ici, je lance le serveur sur le port 4433 et je lui indique deux fichiers au format PEM qui sont le certificat et la clé privée qu'il va utiliser. Donc, Quick, c'est TLS. Par défaut, le truc le plus connu pour faire de l'authentification en TLS, c'est les certificats. Comme toujours dans TLS, le client authentifie le serveur, mais pas forcément l'inverse. TLS est très asymétrique. TLS est très conçu pour le web, où les rôles du client et du serveur sont très très différents. Et puis, hop, on avait un serveur, on va aussi lancer un client. Donc voilà, donc là le serveur ici attend tranquillement les connexions. Tiens, pendant que je les suis, je vais aussi lancer un TCP dump pour capturer les données. Ah, ça je sens que le SSH qui rame, c'est un problème DNS. En fait, c'est le serveur SSH qui charge le nom correspondant à l'adresse IP, je crois, et ça prend un certain temps. C'est bête. Mais bon, on finit par y arriver. Donc, hop, je lance ici TCP dump sur le port que j'ai indiqué. Ne lisez pas mon mot de passe. Hop. Voilà, donc ici j'ai un TCP dump qui attend, qui va inscrire les données. Et puis, dans la dernière fenêtre, je vais lancer le client. Alors, c'est un client Quick trivial où le client envoie un nom de fichier
et le serveur lui renvoie le fichier en question pris dans un répertoire qui était indiqué ici sur la ligne de commande. Donc c'est HTMP, c'est-à-dire que le serveur va récupérer des fichiers uniquement dans ce répertoire. Donc c'est une application vraiment triviale. Et là, je lance le client donc, en lui disant se connecter à localhost, la même machine, port 4433, de mettre le résultat dans mon répertoire TMP et de demander le fichier Toto. Alors, hop, donc il y a eu une connexion. Le connection ID était là, ça peut être utile. On a ouvert un ruisseau, le ruisseau 0, puisque le client, ses ruisseaux, c'est 0, 2, 4, etc. Il a eu la réponse et il a reçu le fichier Toto, 29 octets. C'est super, d'ailleurs, si je vérifie. Ouais, il y a le fichier Toto. C'était juste le résultat de la commande date. Donc là, j'ai fait du quick qui marchait. J'arrête la capture ici. Hop, je regarde le PCAP. Voilà. Et je ne vois pas grand-chose. Hein. Alors, je vois que la communication était de 2.2.1, c'est-à-dire localhost vers lui-même. Donc là, c'est client vers le serveur. Le serveur était au port 4433. Réponse du serveur, nouveau message du serveur, échange de paquets. Je vois que c'est de l'UDP, puisque Quick tourne sur UDP. TCP dump ici n'a pas pu aller plus loin. Vous noterez un truc rigolo. La longueur des deux premiers paquets client vers le serveur et serveur vers le client qui est identique et qui est assez grande. C'est volontaire. Le client fait du remplissage parce que pour lutter contre les attaques par réflexion avec amplification, la norme dit que la réponse du serveur doit avoir la même taille que celle du client pour éviter qu'un client méchant bénéficie de l'amplification. Et comme il faut éventuellement pouvoir mettre des certificats, des trucs un peu gros, le client remplit pour avoir un paquet initial qui est assez gros. C'est pas génial du point de vue de l'empreinte environnementale des réseaux, mais c'est bon pour la sécurité. Alors si j'insiste auprès de TCP-dump pour lui demander « mais si, déchiffre-moi tout ça », voilà, je suis pas plus avancé. Hein, il m'affiche le flow label et des trucs comme ça, mais TCP-dump ne sait pas faire grand-chose avec ce PCAP-là. On va voir avec Wireshark. Paf. Oui, j'ai fait une bêtise. Par défaut, le forwarding X11 ne fonctionne pas. Donc, d'où le message qui... après, Wireshark n'est pas content et il dump son corps. Ça fait mal. Donc, on va voir avec Wireshark ce qu'il fait. Donc là, pour l'instant, Wireshark est plus perfectionné que TCP-dump en termes d'analyse des paquets quick. Donc, il pourra vous donner un peu plus d'informations. Côté serveur, par contre, le serveur n'a pas été configuré pour afficher plus de choses. Sauf que si vous regardez dans le répertoire, vous trouvez les fichiers QLog. J'avais parlé du projet QLog d'un format standard d'information qui permet donc... Alors, j'ai fait tourner le client et le serveur dans le même répertoire. Donc, par exemple, vous trouvez aussi... Les heures ici sont en UTC. Hein, donc, c'est bien l'heure actuelle. Le client a stocké un token. C'est fait que si je refaisais une connexion maintenant, ça irait beaucoup plus vite. Il y aurait moins d'échanges de paquets puisque le client serait capable de faire du 0 RTT. Mais là, comme j'avais fait un ARM avant, ce n'est pas le cas. Et donc, les QLog ici contiennent les informations. C'est du JSON. Donc, vous pouvez développer des applications qui vont analyser ce fichier QLog et donner des informations sur les performances, les pertes, tout ce qui n'allait pas. Revenons maintenant à notre Wireshark. Quick. Cette fois, ça devrait marcher. Ouais, ça marche cette fois. Voilà. Donc j'ai maintenant... si justement, là, j'ai fait du 0 RTT. J'ai dû oublier de faire le RM au bon moment. Donc, hop. Donc le premier paquet ici avait un 0 RTT. Donc Wireshark sait décoder de l'IP V6, ça c'est sûr. De l'UDP ici, c'est pas un problème. Et sait reconnaître Quick ici. Donc il va afficher l'entête, Quick. Les différents bits, le numéro de version, donc c'est Quick version 1, c'est la version actuelle, le connection ID, le token que j'ai utilisé, donc j'aurais dû faire la session en faisant un RM des tokens avant que ce ne soit pas utilisé, et du fait qu'on est en 0 RTT, on attaque le TLS tout de suite, donc vous avez le client Hello qui est tout de suite directement, et vous avez même un autre paquet Quick dans le même datagramme. Et alors là, l'autre paquet Quick dans le même datagramme. Là, par contre, vous n'avez pas beaucoup d'informations. Vous avez
le numéro de version qui est en clair, le connection ID qui est en clair aussi, puisqu'il est nécessaire pour trouver les paramètres cryptographiques. La longueur, forcément en clair aussi, elle peut se trouver avec les informations même de la couche 3. Et puis vous avez un message qui vous dit le reste, je ne suis pas arrivé parce que c'est chiffré et je n'ai pas la clé de chiffrement. Donc vous voyez ici que Quick expose une partie de l'information en clair, qui est bien nécessaire si on veut pouvoir traiter les paquets, mais qu'ensuite une bonne partie de l'information, notamment les numéros des données, sont après protected et on n'a pas les moyens de les déchiffrer. Idem pour le reste des paquets ici. À chaque fois, j'ai juste le connection ID, mais je n'ai pas l'information. Donc par exemple, je ne sais pas, non seulement je ne sais pas que le client a demandé le fichier Toto, c'est quelque part chiffré, mais je n'ai même pas la machinerie TLS disponible. La machinerie la machinerie transport disponible. Donc pour ça, on va relancer le client différemment. Avec la technique classique de dump des secrets, c'est la définition d'un variable d'environnement SSL keylogFile qui dit à la bibliothèque TLS, la plupart des bibliothèques TLS gèrent ça, pas toutes, mais la plupart des bibliothèques TLS, quand elles voient ça, elles vont afficher la clé de session dans le fichier ici, tmp quick.key. Donc, hop, je vérifie que le client, que le serveur, hop, j'avais mis en arrière-plan, il tourne. Le serveur tourne toujours. Je relance le client avec cette variable d'environnement. Hop, ça marche. Cette fois, je dois avoir un fichier quick.key qui correspond. Hop, et voilà. Et j'ai les secrets, la clé privée. Donc, c'est une information secrète, donc ne notez pas. C'est les clés privées de cette session-là. C'est ça que je vais pouvoir donner à Wireshark. Pendant que j'y suis, ça aurait été bien de lancer une capture TCP dump pour avoir les données. Hop. Je le refais. Après, on virera les fichiers et on réessayera sans le 0 RTT. Mais c'est quoi mon mot de passe déjà? Voilà. Hop, je relance donc le client. J'ai normalement configuré le Wireshark pour qu'il utilise le fichier en question, la tmp quick.key. Voilà, le paramètre TLS keylogFile qu'on peut aussi régler via les menus de Wireshark ou en éditant le fichier de configuration. C'est pas super pratique parce qu'à chaque session, il y a une clé de session différente et il faut soit rééditer le fichier, soit prendre les menus de Wireshark. Je ne connais pas de méthode d'automatiser un peu tout ça. Ça s'améliorera, je suppose, avec le temps, à moins qu'on se contente de Qlog et qu'on ait tout ce qu'il faut dans Qlog. En tout cas, maintenant, j'ai la clé, j'ai tout ce qu'il faut, j'arrête la capture, je relance Wireshark. Et normalement, cette fois, si la démo fonctionne, j'ai tout ce qu'il faut. Je prends par exemple ce paquet ici. Hop, j'ai le serveur Hello, c'est bon. Et hop, j'ai les accusés de réception. Et quelque part, je dois avoir voilà, ping et padding. Donc là maintenant, Wireshark sait déchiffrer la session puisqu'il a les clés. Donc je vois que par exemple que ce paquet Quick ici était, bon, avec le connection ID, il est en clair, mais il était déjà en clair avant, ça ne fait pas un changement. Par contre maintenant, je vois les deux trames qui étaient avant chiffrées. La trame ping qui n'a aucun contenu. Comme son nom l'indique, son rôle est uniquement de déclencher l'envoi d'un accusé de réception qui permettra une bonne estimation du RTT. Et puis il y a la trame de remplissage. Bon, les données ne sont pas affichées par Wireshark. Il faut dire que les données ne sont pas très intéressantes. C'est juste du remplissage. Hop. Ici, j'ai en plus cette fois, voilà, par exemple, cette fois maintenant, j'ai le packet number qui était chiffré avant et qui est indiqué ici par 0, c'est le premier paquet. J'ai les accusés de réception, donc je sais qu'est-ce qui était accusé. Et j'ai la raison de la fin de la connexion. Pourquoi j'ai une application error, comme ça indique, c'est un problème de l'application. Donc ce n'est pas mes histoires. Je vais pas. Faudrait que je revoie le code pour voir quel était le problème. Voilà. Et ici, je vois le ruisseau d'identifiant 0, stream data ici, qui est cette fois en clair. Et j'ai donc toute l'information qui est disponible. Il n'y avait pas moyen d'afficher plus. Non, bon, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Donc là, voilà le cas. Alors, vous notez que le premier paquet ici donc, était un paquet 0 RTT parce qu'on avait toutes les informations qui étaient disponibles.
si je mets Wireshark en arrière-plan, je relance une capture, je vais nettoyer un peu tout ça. Allez. Pardon ? J'ai pas compris, désolé. Dans le chat, on précise que Wireshark relie automatiquement le fichier SSL keylog file. Produit ? Relie. Pardon. Wireshark. Oui, quand il a changé, oui, à condition qu'il y ait le même nom. Mais je veux dire, c'est ça que je vais faire maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que si on a plusieurs sessions, si on veut étudier plusieurs sessions, par exemple, avec plusieurs secrets, jongler d'une à l'autre n'est pas facile. Donc là, ce que je fais ici avec mon RM, c'est que je vire les informations d'état qu'il y avait, les QLog, bon, les QLog, c'est pas grave, mais c'était les données de débogage, et les points bin qui étaient les tokens, les jetons qui avaient été enregistrés et qui donc permettaient le 0 RTT. Donc normalement, je relance ici ma session, et cette fois, je ne devrais pas avoir de 0 RTT puisque j'ai oublié toutes les informations qui étaient stockées ici. Hop. OK. J'ai plus de paquets, c'est plutôt bon signe. Je demande à Wireshark de relire le fichier. Voilà. Ah ben voilà, cette fois ça marche. Donc j'ai un paquet. Donc cette fois j'ai plus de paquets. Le premier paquet initial, cette fois n'est pas un paquet 0 RTT. Il faut remettre toute l'information. Donc initial, c'est le type de paquet pour les connexions initiales. Hein. Et vous voyez ici le TLS, le client Hello TLS qui est envoyé en même temps que le premier paquet. Rappelez-vous que Quick fusionne transport et chiffrement. Donc on envoie le client Hello TLS dès le premier paquet. Hop. Ensuite, j'ai un paquet de type handshake qui est la réponse du serveur qui répond et qui envoie dans la foulée. Hop. Voilà, plusieurs messages, il est sympa. Et qui renvoie son certificat pour permettre l'authentification. Et ensuite, hop, on a alors un ticket TLS, donc c'est l'équivalent du jeton de Quick ou des cookies de HTTP. C'est ce qui permettra de recommencer la session pile au même endroit avant. Il y a la négociation, il y a plein de nouveaux connection ID qui sont envoyés. Si on veut faire migrer la session vers une nouvelle adresse IP, on a tout un jeu de connection ID qui est envoyé et qui pourra être utilisé. Hop. Et ici, les accusés de réception. Les paquets où on a l'impression qu'ils sont vides, c'est comme dans TCP, c'est des accusés de réception. Et là, voilà, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a le stream 0 ici. Donc là, on a vraiment des données et du travail. Non, ça, c'est pas intéressant, en fait. Voilà, donc vous voyez l'utilisation typique de Wireshark pour débugger les paquets. Donc ça a permis de voir aussi cette démo relation client-serveur, le 0 RTT donc qui nécessite d'avoir mémorisé côté client un état et que le serveur doit avoir mémorisé aussi bien sûr, hein, et l'entièreté des trucs qu'on trouve dans un paquet Quick que Wireshark, en tout cas dans les versions récentes, hein, la machine en question est une Debian SID, c'est-à-dire la version l'équivalent du head de Git, donc la version vraiment live brûlante de la nuit. Et donc, tout fonctionne et c'est super. Et Laurent a une question. Tu as présenté du côté Wireshark, mais du côté programmation API, comment tu ne peux pas passer par interface socket vu que c'est au-dessus du Il n'y a DP? pas d'API standard pour l'instant pour Quick. Il n'est pas sûr qu'il y en ait parce que déjà, l'interface socket tout court, ça pose des problèmes. Il faudrait au moins l'étendre, notamment pour pouvoir créer des ruisseaux et dire quand tu envoies. Enfin, il faudrait créer des ruisseaux et par exemple qu'il y a un descripteur de fichiers différents par ruisseau, c'est pas évident. Enfin, donc il y a tout un tas de modifications qui sont à faire. Donc pour l'instant, toutes les implémentations que je connais utilisent une API complètement perso et rigolote. Celle de Pico Quick par exemple est gratinée. Hein. Enfin, elle est vraiment. Moi j'ai du mal. D'autant plus que la documentation se limite à un README qui dit lisez le code source, je ferai une documentation plus tard. Et il y a du multithreading ou c'est... Comment tu gères plusieurs flux en parallèle ou... Pareil, ça dépend de l'implémentation. LibEvent ou un truc comme ça. Les implémentations qui sont dans des langages ayant des fils d'exécution séparés,
peuvent utiliser ces fils d'exécution séparés ou peuvent utiliser un modèle à événements. La bibliothèque Python AOI Quick, par exemple, utilise un modèle à événements, elle n'utilise pas les threads de Python. L'implémentation de Cloudflare est en Rust et je n'ai pas trop regardé. Il y a quelqu'un qui connaît Rust dans la salle? Ouais. Est-ce qu'il y a un système de parallélisme natif des threads dans Rust? Oui. Donc je suppose que la bibliothèque de Cloudflare qui s'appelle Quiche, je suppose qu'elle utilise ces threads de Rust, mais je n'ai pas regardé. Il y a une implémentation complète de Quick en JavaScript pour les vrais Momazo. Allô? Ah oui, c'est bon. J'ai cru comprendre entre tes slides et tes explications que le contrôle de flux des ruisseaux était largement inspiré des algorithmes de TCP. Oui, c'est bien ça? Alors, oui, il y a déjà un truc qu'on oublie souvent, c'est qu'il n'y a pas un algorithme de contrôle de flux et donc de gestion en TCP. Il y en a plusieurs et qui ont évolué successivement, Cubic, New Reno et tout team. Quick reprend les mêmes algorithmes. Ces algorithmes ont été développés non sans mal, avec beaucoup de temps, beaucoup testés. Donc Quick reprend les mêmes algorithmes en les adaptant à ses particularités. Mais ça ne fait pas partie de la norme à proprement parler parce que le contrôle de flux est unilatéral. C'est-à-dire qu'il y a l'envoyeur fait son contrôle de flux. Il n'a pas besoin que le récepteur soit d'accord. C'est uniquement un contrôle perso. Ce qui est fait dans Quick et qui donc dépend du protocole, c'est le fait que dans Quick, le récepteur indique combien d'octets il est prêt à avoir de toute façon. Et si jamais l'envoyeur lui en envoie plus que ça, ça plante. Ça permet au récepteur de se prémunir, de prémunir ses buffers contre un expéditeur qui en enverrait trop. Mais il y a aussi le contrôle de flux côté envoyeur qui lui a pour but de préserver le réseau. Donc il y a les deux qui interagissent. Donc c'est un peu comme TCP, tu peux avoir des algorithmes divergents entre les extrémités. Oui, tout à fait. D'accord. Sinon, le déploiement serait impossible de toute façon, puisqu'on ne pourrait pas espérer que tout le monde se mette à jour en même temps. Mais alors du coup, les idées type le produit délai, bande passante ou les choses comme ça, c'est pareil que dans fenêtre TCP. glissante et tout le bazar. Pour les gens qui ne connaissent pas, il faut savoir que toute la partie contrôle de flux et son rapport avec la congestion, c'est un sujet de recherche sur lequel d'innombrables universitaires ont transpiré depuis pas mal d'années. D'innombrables universitaires et d'innombrables programmeurs, des fois les mêmes. Et ces algorithmes-là sont très subtils, il y a plein de pièges, il y a plusieurs RFC écrits là-dessus et énormément... Enfin, je pense qu'il y a des conférences scientifiques entières faites uniquement de papier sur le contrôle de flux et la lutte contre la congestion. Donc Quick n'a rien réinventé dans ce domaine puisqu'on a un bagage scientifique solide là-dessus qui existe, mais qui est assez... Enfin, il faut pas mal de Doliprane. Ah, merci. Alors, une question, Stéphane. Avant la question, j'avais oublié un truc aussi. Dans le ruisseau, là, 0, rappelez-vous que l'application de démo que j'ai utilisée, c'est un protocole applicatif trivial où le client envoie un nom de fichier et le serveur lui renvoie le fichier. Donc, vous reconnaissez dans les stream data qu'il y a à la fin, Wireshark ne les affiche pas en ASCII, mais c'est /toto. Hein. Donc, c'est pile le nom de fichier que j'avais demandé. Qui est en clair ici. Enfin, en clair, en hexadécimal, mais c'est en clair quand même. Alors du coup, une question. Dans le init, c'est une personne qui a peut-être pas bien suivi ou elle s'en excuse par avance. Y a-t-il encore le SNITLS en clair? Hop. Tac. Et bah, hop. Initial ici. Je regarde le client Hello. Et dans le client Hello ici, vous avez un certain nombre d'extensions TLS. Et notamment celle qui nous intéresse, server name ici. Hop. Localhost. Bon, ici, c'est la triche parce que de toute façon, j'ai la clé de déchiffrement. Mais le problème, c'est que le problème de chiffrer l'indication du serveur, c'est que justement, on en a besoin pour sélectionner le certificat, puisque un même serveur peut servir différents sites et avec des certificats différents. Donc,
déjà pour commencer, c'est un problème de fait de poule. Pour commencer à faire de la cryptographie, il faut déjà connaître ce nom. Toutes les propositions qui sont faites à l'heure actuelle de chiffrement de SNI reposent sur des trucs compliqués parce que les problèmes de bootstrap, c'est toujours compliqué. Et donc, on n'a pas encore de solution normalisée. L'IETF y travaille. Hein. On a des drafts là-dessus, il y a des implémentations, mais il n'y a pas encore de solution normalisée pour chiffrer le SNI. Par ailleurs, tant qu'on fait du DNS en clair, ce qui est encore trop souvent le cas, on a aussi l'information dans le DNS. Donc il faut travailler sur les deux. Travailler à chiffrer le SNI, qui est un problème compliqué parce que c'est à cause de cette histoire de fait de poule, et chiffrer le DNS, ce qui est une autre histoire. Mais on y travaille aussi. Merci Stéphane. Écoute, je n'ai pas d'autres questions sur la démo. J'avais juste une question avant la démo que j'avais conservée volontairement, qui revient un petit peu sur les problèmes de pistage et de protection des données personnelles des utilisateurs. Quick permet-il à Google, en l'occurrence, par exemple, de pister les utilisateurs même en présence d'une politique anti-cookies efficace ? Alors, oui. Ceci dit, Google a d'autres moyens. Hein. Le fingerprinting du navigateur est un outil très utile aussi, puisque le protocole HTTP est terriblement bavard. Rien que le user agent, déjà, identifie pas mal de choses, et avec toutes les autres informations qu'on récupère. Dans le cas... et après, politique anti-cookie, il faut s'entendre. Par exemple, le RGPD, comme vous le savez, ne rend pas du tout obligatoire le consentement à l'utilisation des cookies. Hein. Ça, c'est une légende. La règle exacte est bien plus complexe, et notamment tous ceux qui servent à l'identification au cours d'une même session sont complètement exclus. Donc quand vous avez login mot de passe et qu'on vous envoie un cookie après pour vous reconnaître, le RGPD ne traite pas le cas et vous n'êtes pas du tout obligé de mettre un bandeau cookie là-dessus. Et ça, c'est ce que fait Google couramment. Enfin, je veux dire, la plupart des gens qui naviguent sur le web sont logués chez Google et donc un cookie Google les identifie. Donc, même s'ils croient par ailleurs qu'ils ont refusé tous les cookies. Donc le problème est bien plus complexe que ça. Donc je dirais que c'est comme ça. Quand je disais que ce n'était pas le plus gros problème du web aujourd'hui, c'est à ça que je faisais allusion. C'est qu'actuellement, des fuites, il y en a plein d'autres. Donc, ce n'est pas la plus urgente. Le jour où ça deviendra urgent, c'est-à-dire le jour où ça sera vraiment le problème, la solution, c'est effectivement de ne pas utiliser la migration d'adresse IP. Ce que Quick sait faire. Hein. Il suffit, là par exemple, quand on a vu au début, on avait plein de connection ID qui étaient envoyés pour qu'on puisse justement migrer. Je retrouve le paquet où il y a ça. Voilà. Là, vous avez ici plein de New Connection ID dans ce paquet qui sont le jeu de Connection ID qu'on pourra utiliser. Donc, ces Connection ID sont chiffrés pour qu'un observateur tiers ne les voit pas. Et ils serviront au client. Si le client veut changer d'adresse IP, il pourra utiliser un des Connection ID qui sont là-dedans. Un observateur extérieur ne saura pas que c'est la même session puisqu'il y aura un Connection ID différent, mais le serveur, lui, reconnaîtra que ça fait partie du jeu qu'il connaissait. Donc, une possibilité pour le client, c'est simplement de ne pas utiliser cette possibilité. On n'envoie pas de Connection ID et dans ce cas-là, terminé ou pas de migration. D'autant plus que souvent, ce qui se passe en plus, c'est que le client n'est pas forcément informé de la migration, puisque, par exemple, elle peut se passer loin de lui, par exemple dans un CGNAT ou un truc comme ça. Donc, voilà. Alors, on y perdra en performance, puisqu'il faudra rétablir une connexion. Ce qui est déjà le cas actuellement des trucs comme HTTP 1.1 et HTTP 2. Quand vous avez un client qui ouvre une connexion HTTP 2, quand il migre d'adresse IP, des fois le client est prévenu. Dans ce cas-là, il peut tout de suite couper la session et en rétablir une autre. Des fois, il n'est pas prévenu. Et il y a un time-out à un moment donné, et il rétablit une session. Et le gros du travail d'une application qui utilise HTTP2, c'est de gérer intelligemment ces sessions. Parce qu'il faut à la fois réagir vite, parce que l'utilisateur, il veut voir ses photos de chat là tout de suite, et en même temps, il ne faut pas non plus renoncer trop vite. Peut-être que ça va remarcher au bout d'un moment. Donc, il y a tout un art difficile. Idem d'ailleurs pour l'établissement d'une session Quick. Chrome utilise un algorithme qui est très proche de celui qu'il utilise pour IPv4 et IPv6. C'est-à-dire qu'il essaye en Quick. Parce que ce n'est pas tout que le serveur gère Quick. Ça, on le sait avec le Alt SVC. Mais il faut encore que le chemin le permette, qui n'est pas sur le trajet un pare-feu fasciste qui le bloque. Donc ce que fait Chrome, quand il a eu le Alt SVC, qu'il a mémorisé que le serveur faisait du Quick, il essaye en Quick, et très très vite, il essaye en TCP aussi. Exactement comme il fait pour IPv6 et IPv4. On essaye en Quick, mais enfin on ne va pas attendre un timeout complet
pour essayer autrement. Donc ça, c'est tout un art difficile. Et quand on regarde le code d'une application réseau aujourd'hui sur Internet, c'est très très galère. Parce qu'on est obligé de gérer IPv4, IPv6, HTTP 1.1, 3. Ça peut changer. On change de chemin, ça peut être différent. Le serveur a pu changer. Dans le Alt SVC, il y a une promesse de durée. On indique pendant combien de temps on va gérer HTTP 3. Et qu'après, il faudra revalider avec un nouveau Alt SVC. Ben, combien de serveurs tiennent leurs promesses? Pas tous. Donc, l'Internet est une jungle. Et donc, écrire un client Internet, c'est... Dans les TP qu'on fait faire aux étudiants à la fac, c'est effectivement on utilise l'interface socket, open, read, write, close. Ça a l'air tout simple, mais la réalité de l'Internet, c'est l'enfer. Et le code réseau est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, avec ou sans Quick, de toute façon, l'application doit gérer plein de cas et doit être complètement paranoïaque. Mon gag favori avec TCP et TLS, par exemple, c'est les serveurs où la connexion TCP se passe bien, c'est bon. Et puis ensuite, on veut faire du TLS, et là, il ne répond pas. Il n'envoie pas de paquet reset, il n'envoie pas d'erreur TLS, simplement on lui envoie le client hello et il ne se passe rien ensuite. C'est relativement fréquent les serveurs qui font ça, et c'est... Enfin, relativement fréquent. Non, c'est 1 sur 10 000 peut-être, mais quand on surfe beaucoup sur le web, on finit par tomber dessus. Et j'avais présenté en Café Pitch à la FNIC crawler, le système de récolte de données Gemini. Et donc, quand on fait, c'est le même problème pour Gemini que pour HTTP, quand on se connecte à tous les serveurs de la planète, il y en a forcément un certain nombre qui déconnent. Donc, il faut être paranoïaque dans la programmation. Merci Stéphane. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat, pardon. Je propose de clôturer la session pour la rétablir à 14h. Est-ce que tu as un mot de la fin ou pas? Ou est-ce qu'on se dit tous rendez-vous à 14h, même endroit? Le mot de la fin, c'est merci et bisous et à tout à l'heure. Merci.